Alors, Jean-Pierre Vivry, il est là. La dernière fois, j'ai regardé quand même dans mes mémoires, la dernière fois que, mémoire informatique, numérique, la dernière fois que tu es venu nous parler, c'était le 3 mars 2015. Et à ma connaissance, Rosetta n'était pas. Alors, soit était déjà parti depuis longtemps, mais il n'avait pas été réveillé, allait se réveiller. En 2015, tout était fini déjà. Comment ça, tout était fini? Mais oui, c'était en 2014. Non, mais qu'est-ce qui était fini là? Non, mais Philae n'était pas. Ah, Rosetta n'est pas terminé, non. Voilà. Mais c'est un ami ou pas? Pas encore. Philae, non. Voilà, Philae n'était pas lié, c'est ça. Et donc, effectivement, c'était une émission, je me souviens de la conférence, c'était. Il nous promettait à peu près ce qui allait se passer, on nous expliquait quelles avaient été les conditions de la mission, c'était déjà passionnant. Et donc, peu après, nous avons vu Rosetta, nous avons vu à la télévision, enfin là, oui, ce fameux documentaire intitulé Rosetta, où on nous expliquait tout ce qui, comment s'est déroulée la mission, c'était déjà passionnant. Et on avait à l'époque essayé de t'inviter pour que tu nous parles des retombées scientifiques, des découvertes de Rosetta. L'année dernière, nous n'étions pas arrivés. Nous avons relancé l'invitation et c'est avec plaisir qu'on te voit aujourd'hui. Mais alors, entre-temps, tu nous as dit bon, d'accord, Rosetta, c'est bien. Mais parce que j'ai compris, tu as ajouté Hayabusa, ExoMars, MMX, donc on peut s'attendre à un programme spatial chargé pour ce soir. Je le rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas que Pierre Vivring est professeur des universités, astrophysicien. Il travaille à l'Institut d'astrophysique spatiale, l'IAS, à Orsay. Qu'avant Rosetta, il a collaboré à d'autres missions, en particulier la mission Cassini-Huygens, qui est autour d'une mission consacrée à Saturne et Titan. Et il était donc principal investigateur de la mission Rosetta, en particulier du robot scientifique Philae. Voilà. La mission était destinée à comprendre un petit peu plus l'origine du système solaire, l'origine de la vie et d'autres choses dont tu vas nous parler ce soir. Donc je voulais. Bref, je te laisse la parole. Non. Ça, c'est pas pour toi. Merci beaucoup, Daniel. Merci beaucoup aux organisateurs, comme on dit, qui me permettent de venir échanger avec vous sur nos affaires d'exploration spatiale du système solaire, limitées au système solaire interne. Vous allez voir, on va parler un petit peu d'eux. Mais je vais me concentrer sur un aspect qui me semble actuellement, en tout cas celui sur lequel je travaille le plus, qui est tout ce qui a à voir avec ce qu'on appelle l'émergence de la vie. Et comme vous voyez ici, j'ai mis des guillemets parce que je pense que ce concept d'émergence est quelque chose de fondamentalement biaisé. Et c'est de ça que je vais vous entretenir aujourd'hui. Donc, j'ai mis ici mes adresses pour que vous me contactiez s'il y a besoin, parce que je sais que les questions en général viennent plutôt après que pendant, n'hésitez pas. Je voulais dire aussi que je vais mettre tout ça dans son contexte parce que c'est ça l'avantage, c'est de prendre un petit peu le recul sur ce que l'on fait. Et on n'a pas assez cette année, je crois, fêté quelque chose qu'on aurait dû fêter, qui sont les 60 ans du début de cette ère de l'exploration spatiale du système solaire. C'est en janvier 59, donc ça fait 60 ans, que pour la première fois, l'homme, si on peut dire, ce qui est trouvé être un homme soviétique, ont décidé d'essayer d'envoyer dans l'espace un engin qui ne ferait pas que tourner autour de la Terre, mais qui s'en échapperait gravitationnellement. Et ils ont choisi bien sûr un objectif qui était le plus proche, c'est-à-dire la Lune. Et c'est la mission Luna 1 qui, en janvier 59, a réellement inauguré ce qu'on peut appeler les voyages interplanétaires, c'est-à-dire la capacité d'aller voir ailleurs les propriétés des mondes planétaires. Et si je dis ça, c'est que vous allez voir qu'au cours du temps, au cours des décennies donc, qui nous séparent de ce moment-là, où on a eu la capacité d'aller voir de près la plupart des objets du système solaire, en tout cas interne, une véritable révolution, je pense, est en train de s'opérer et comme toujours, on n'a pas le recul pour en prendre la mesure. Notre compréhension de ce que sont les mondes planétaires, leur formation, leur évolution et de ce qui fait que la Terre est devenue la Terre, Mars une autre planète, etc. Et donc, ce qu'on peut appeler l'exploration spatiale du système solaire est réellement née de cette affaire-là, de janvier 59, et je trouve que ça aurait mérité qu'on en fasse quelque chose, et comme on ne l'a pas fait, je le fais ce soir pour célébrer ce que nos collègues de l'époque, avec un monsieur en particulier qui s'appelait Korolev, qui a vraiment créé toute l'astronautique mondiale, on peut dire, mais avant l'astronautique soviétique, aussi bien robotique que habitée, ont inauguré ce jour-là. Et donc, ça a déclenché réellement un changement fondamental de paradigme, dont cette question d'émergence de la vie, et c'est plutôt là-dessus que je vais centrer mes propos ce soir. On sait que
pour ceux qui ne resteront pas jusqu'au bout, je vais vous donner la conclusion tout de suite, comme ça vous allez voir que ce que je pense fondamental, c'est cette notion de contingence. C'est-à-dire que ce qui a donné naissance à ce que nous sommes, c'est pas la généricité des processus, c'est pas qu'il se passe partout la même chose, c'est qu'il y a eu une succession de processus qui en tant que tels sont génériques, les collisions sont partout les mêmes, les lois gravitationnelles sont les mêmes, mais qui prennent à chaque fois des formes différentes, et que c'est la diversité des formes possibles qui, séquentiellement jalonnant notre histoire, ont donné naissance à ce que nous sommes. Bref, vous allez voir apparaître ça avec cette idée, je crois, et ça sera ce vers quoi j'aimerais déboucher, que la Terre ne peut pas être autre chose qu'un monde parfaitement unique, il n'y a pas d'équivalent, et que probablement c'est le cas aussi de la vie qu'elle porte, et que la question même de rechercher la vie ailleurs peut très bien ne pas avoir de sens. En tout cas, c'est de ça que j'aimerais qu'on échange. D'abord, je vais vous parler un peu, puis il y aura la possibilité, bien sûr, d'échanger ensuite sur cette question-là. Donc, tout le monde connaît malgré tout, non pas janvier 59, mais 4 octobre 57, qui est donc le Spoutnik qui a inauguré l'ère spatiale. Et donc, cette prouesse qui consistait à dire, déjà pour mettre Spoutnik, il fallait être capable de propulser un engin à la bonne altitude, à la bonne vitesse, c'est-à-dire 7,8 km par seconde. Et pour s'échapper de la Terre, il fallait 11,2 km par seconde. Et il se trouve donc que ce sont les Soviétiques qui ont fait ça. Cette année 59 a été incroyable parce que non seulement en janvier, c'est-à-dire à peine plus d'un an après le Spoutnik, ils ont envoyé un engin vers la Lune, mais ils en ont envoyé cette année-là 3, avec ce 3e qui est arrivé pour célébrer le 2e anniversaire du Spoutnik. Vous voyez, c'était pas vieux. Et pour le 2e anniversaire du Spoutnik, ils se sont dit, non seulement on va viser la Lune, mais on va viser à côté. Et on va viser à côté à la distance qui fait que, compte tenu de la vitesse que la sonde aura, elle passera derrière et elle va se satelliser autour de la Lune. Et pour la première fois, ils ont fabriqué un engin capable d'aller voir quelque chose qu'on ne peut pas voir. Et donc, le spatial est devenu la capacité d'observer le non-observable. Et ce non-observable, à l'époque, c'était donc la face cachée de la Lune, simplement parce que la Lune tournant autour d'elle à la même vitesse qu'elle tourne autour de la Terre, elle pointe toujours la même face. Et il y a eu cette chose extraordinaire que ça a pris à peu près 6 mois, pas plus. Les scientifiques soviétiques se sont dit, mais si on va de l'autre côté, il faudrait qu'on en ait la mémoire, donc qu'on fasse une image. Mais à l'époque, les images, c'était quoi? C'est une pellicule photographique que vous ramenez et après vous la faites révéler et fixer. Et là, la capsule, elle ne revenait pas. Donc, il a fallu créer la possibilité de faire une image dans l'espace. Aujourd'hui, ça paraît banal, mais je dis ça parce qu'il faut que les gens réalisent aussi que quand on fait des choses dans l'univers, dans l'espace, mais pas seulement dans l'espace, il y a des gens derrière. Il y a des gens qu'on connaît en général, qui sont un petit nombre de gens, qui ont construit tout ce que le patrimoine ensuite considère comme évident. Et donc, il a fallu faire une image, et c'était extraordinaire parce qu'il fallait non seulement imager, mais avoir un système qui, à bord, révélait et fixait effectivement, non pas la pellicule, mais la plaque photographique, et après fabriquer un système pour lire cette plaque photographique avec un petit filament d'électrons, un PM de l'autre côté, un photomultiplicateur, on balaye le faisceau d'électrons, le faisceau est collecté donc, et l'intensité du faisceau est traduite par une onde qu'on reçoit sur Terre, on déconvolue tout ça, et ça donne cette image-là. Et cette image-là est la première image jamais prise dans l'espace. Donc voilà, tout ça pour dire que les premières images ont été prises il y a 60 ans. Et cette image est extraordinaire parce que sur la gauche, alors elle paraît de piètre qualité, sur la gauche, vous voyez 3 points noirs qui sont 3 mers lunaires, qui sont 3 mers que l'on connaît, elles sont sur la face visible. Et ils avaient fait exprès de prendre leur image, si je puis dire, des 3/4, pour dire si on ne voit rien, on ne saura jamais si c'est parce que notre appareil ne marchait pas ou s'il n'y avait rien à voir. Donc ils ont pris ça en se disant au moins ça, on doit le retrouver. Et là, vous avez une image prise, comme vous voyez, 40 ans plus tard, par une sonde en orbite, et vous voyez bien réapparaître les 3 cratères sur la gauche, les 3 mers sur la gauche, et vous voyez que la grande différence, c'est que sur la face qui nous fait face, il y a des mers lunaires, et de l'autre côté, il y a peu ou pas de mers lunaires. On pourrait faire une conférence que là-dessus, pourquoi il n'y a pas de mer lunaire sur la face opposée? Eh bien, je ne le ferai pas parce que je parlais d'autre chose. Mais ça a pris du temps, c'est rigolo d'ailleurs comme idée. Donc, première image en 59. 10 ans plus tard, avec l'émission Apollo, dont je vais dire un mot, et vous allez voir pourquoi je raconte un petit peu tout ça, même si je veux parler du vivant. Une image extraordinaire, bien sûr, prise par l'homme, là pour le coup. C'était le 3e, vous savez, les équipages lunaires, il y en avait 2 qui allaient sur la Lune, le 3e qui restait en orbite. Comme il n'avait rien à faire, il avait un Hasselblad, un 6.6 sur le ventre, et il prenait des images, et ça donnait cette qualité-là. Je vais rajouter celle-là, qui est une image qui a été prise il y a quelques semaines, où il y a quelques semaines, pour la première fois, un engin s'est posé sur la face cachée, ce qui n'avait jamais été fait, puisque par définition, sur la face cachée, vous ne pouvez pas communiquer avec la Terre.
Et donc, pour communiquer, quand vous êtes sur la face cachée, il faut un satellite relais de l'autre côté de la Lune. Ce que les Chinois ont fait en envoyant un satellite de l'autre côté, au point de Lagrange L2 du système Terre-Lune. Et en décembre 2018, ils ont envoyé une sonde qui s'appelle Chang'e 4 et qui s'est posée en janvier. Et ça donne cette image absolument extraordinaire. Si j'ai le temps, je dirais 2 mots là-dessus. Parce que les Chinois ont ouvert un nouveau pan d'exploration spatiale qui est celui non seulement de la Lune, mais de la face cachée de la Lune, avec énormément d'informations qui vont nous traduire différemment, mais d'une manière extraordinairement forte, les premiers moments du système solaire. Si j'ai le temps aussi, j'irai jusqu'à en parler un petit peu. Donc voilà ce que je disais, 69 et 59. Et bien sûr, s'il y a eu la mission Apollo, c'est parce qu'il y a eu le Yuri dont je parlais tout à l'heure, le 12 avril. Il est né et il n'est pas né, mais il est parti dans l'espace. Et la réponse de Kennedy à ce vol-là, vous le savez bien, c'était le programme Apollo. Pas le temps d'en parler, et je suis sûr que cette année, j'en parle quand même en 2 mots, vous allez le voir, parce qu'à partir de juillet, on va être inondé d'informations sur ce vol-là, puisque ça fait 50 ans, le vol Apollo, le 19 juillet, avec Armstrong, Aldrin et Collins. Mais c'était un pari incroyable, que le pari de Kennedy. Et il l'a fait, on le sait bien, pour une raison unique, c'est qu'en 61, il venait juste d'être élu, il a été élu au 1er janvier 61, et tout le monde l'attendait là-dessus. Les Soviétiques avaient fait toutes les premières, Sputnik, mais après il y a eu Laika, et puis il y a eu la Lune, etc. Et là il y avait Yuri Gagarin, tout le monde l'attendait. Comment se fait-il qu'un pays, en principe au Moyen-Âge, arrive à faire toutes les premières? Et bien sûr, il n'avait pas le choix. Qu'est-ce qu'il voulait faire de mieux qu'envoyer quelqu'un autour de la Terre? Il fallait les envoyer sur la Lune. Et le programme Apollo a été décidé comme ça. Programme extraordinaire. J'aime bien cette photo de gauche parce que si vous regardez bien, il y a l'échelle à côté qui est l'échelle des gens et des camions. Une fusée de 100 mètres de haut, 100 tonnes en orbite. Et vous imaginez quand l'ascenseur vous amène dans la capsule du haut, ce que ça représente. Quelque chose d'extraordinaire. Si je marque ça, c'est parce que le programme Apollo est un programme effectivement extraordinaire parce qu'il a été, à nouveau, quand Kennedy l'a décidé, la technologie ne permettait pas d'aller sur la Lune. On venait juste de passer des lampes aux transistors et il a fallu acquérir une électronique rapide. Et la force du programme Apollo, c'est que les investissements ont été mis dans ce qui est devenu la microélectronique, Silicon Valley, et toute la microélectronique, on peut dire, qui gère actuellement ce monde, provient de cette décision de Kennedy d'envoyer des gens sur la Lune. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et il y a eu, comme vous le savez, des déboires importants, vu qu'il y a eu 3 morts dans Apollo 1, en 66. Mais le programme a continué. Et il s'est passé un truc étonnant qui est qu'en 68, en décembre 68, ce qui veut dire que contrairement à ce que certains disent, il y a eu des choses en 68, la CIA a fait courir le bruit que les Soviétiques étaient sur le point d'envoyer quelqu'un sur la Lune. Ils ont dit, ah non, on ne va pas se revoir sur ce coup-là. Et en 68, en décembre 68, ils étaient en train de tester un système d'Apollo en orbite autour de la Terre. Ils n'avaient pas encore le LEM pour descendre. Et ils ont dit, tant pis, les 3 astronautes qui sont dedans, au lieu de rester en orbite autour de la Terre, ils vont aller sur la Lune. Ils font le tour de la Lune. Ça ne sera pas les premiers à aller sur la Lune par terre, mais au moins ils auront été... Et ils ont été vers la Lune. Et en décembre 68, il y a eu cette incroyable aventure d'envoyer 3 personnes faire le tour de la Lune et faire cette image que tout le monde connaît, qui est donc l'image d'un lever de terre avec la Lune en premier plan, extraordinaire. Mais pour moi, le plus important n'était pas ça. Le plus important, c'est ce qu'ils ont fait dans leur voyage. Ça, c'est la première photo qu'ils ont prise. Et la première photo qu'ils ont prise, que je marque ici, c'est la première image de la Terre vue de l'espace suffisamment loin pour voir qu'elle est ronde. Les gens de ma génération, donc il y en a quelques-uns dans la salle, vous devez vous souvenir que dans ces années-là, dans les livres qu'on appelait de cosmogonie, on démontrait que la Terre était ronde. Il y avait encore des moyens de démontrer que la Terre était ronde, parce que pour tout le monde, la Terre, c'était une masse infinie sous nos pieds, et il fallait le démontrer. À partir de cette image, bien sûr, on ne démontre plus que la Terre est ronde, et aujourd'hui, on rigolerait s'il fallait le faire. C'est la première fois qu'on montrait la Terre comme une planète, boule qui flotte dans l'espace. Eh bien, si je montre ça, c'est parce que quand vous regardez comment les gens ont compris cette chose-là, ils ont dit, voyez, la Terre, c'est un objet banal. La Terre est comme tous les autres objets. C'est une boule qui flotte dans l'espace, rien d'autre. Et pourquoi on disait ça? C'est que ça collait avec un concept sur lequel je vais maintenant appesantir au moins 2 minutes, qui est celui de la pluralité des mondes, qui était le bain idéologique dans lequel tout le monde baignait à cette époque-là, au moment du début de l'ère spatiale. Vous voyez bien où je vais en venir dans quelques minutes, quand j'aurai fini de vous dire ce que je pense de la pluralité des mondes. Vous comprendrez que ce qu'on regarde sur cette image-là maintenant, c'est pas en quoi la planète ressemble aux autres, mais ce qui est mis en exergue maintenant, grâce à l'exploration spatiale, c'est en quoi la Terre est différente des autres. Eh bien, c'est pas ça qui apparaissait à l'époque. Ce que les gens voulaient montrer, qu'effectivement, elle est ronde, comme tout le monde, elle tourne. Et une planète, ce n'est rien d'autre qu'un objet d'une certaine taille gravitant autour du Soleil.
Eh bien, cette notion de pluralité des mondes, sur laquelle je vais rester parce que vous allez comprendre pourquoi, c'est une notion très ancienne. Les textes, je crois, les plus anciens que l'on a, c'est, ce qui ne veut pas dire qu'il était le premier, c'est ce texte d'Épicure que les gens connaissent bien puisque c'est dans les lettres à Hérodote et on achète ce petit livre pour 2 € dans tous les quais de gare. Donc, c'est très utile de l'acheter et de le lire. C'est ce monsieur-là, et vous avez vu, j'ai pris un petit extrait que j'ai souligné. Épicure, qui pensait l'univers infini, disait « Dans un monde infini, il ne peut pas ne pas y avoir une infinité de mondes comme le nôtre. » Et disait-il aussi, ce que je trouve remarquable, il y a forcément aussi un nombre infini de mondes différents du nôtre. Superbe définition de l'infini. Et donc, il ne pouvait pas ne pas penser la pluralité des mondes. Et c'est vraiment de ceux que l'on connaît, et je suis sûr qu'il y a eu des prédécesseurs, celui qui a initié cette notion-là de pluralité des mondes. Il y a forcément partout des mondes comme le nôtre, simplement parce que dans un monde infini, il y a nécessairement, au même moment, des gens, de même qu'il y a forcément quelqu'un dans un monde infini qui prononce la même phrase que moi et des gens qui sourient de la même manière. C'est le propre de l'infini. Et donc, ces notions de pluralité des mondes ont duré un certain temps, mais ont été assez violemment et rapidement enterrées, d'abord en Grèce avec des gens comme Ptolémée, et puis ensuite par tous les monothéismes qui ont voulu que la Terre soit créée, centrale, unique, immobile. Et comme vous le savez, ça a pris un certain temps de mettre ces dogmes en l'air. Et donc, on se souvient bien sûr 1543, l'année de la mort de Copernic, avec son texte fondateur pour sa mort. Ce qu'on sait moins, c'est que Copernic, qui lui ne pensait pas l'univers nécessairement non infini, il avait toujours la sphère des Sphinx et l'espace divin au-delà. C'est vraiment Giordano Bruno qui est né juste après la mort et qui connaissait bien sûr, tout prêtre qu'il était, les textes de Copernic. Il a fait un pas de plus, un des premiers pas importants. Et je parle toujours de lui parce que je pense qu'il a vraiment signé l'histoire de notre pensée d'une manière très très forte. Il a commencé à reprendre l'idée d'Épicure, sans savoir probablement que c'était Épicure, que l'univers est nécessairement infini. Ça ne s'arrête pas à la sphère des fixes avec le monde divin, ce qui lui a posé bien sûr des problèmes, parce que s'il n'y a plus d'espace pour Dieu, où vous mettez Dieu? Et lui mettait Dieu non pas dans l'espace lointain, mais au contraire à l'échelle atomique. Il disait que le Dieu est source de tout, donc il est dans les atomes eux-mêmes. C'est lui qui est la vie et tout ce qui est manifesté dans l'univers. Mais le plus important n'était peut-être pas là. Il disait, puisque l'univers est infini, et que, disait-il, et c'est ça cette idée qui est extraordinaire, les soleils sont des étoiles, le soleil est une étoile et les étoiles sont des soleils. Quand on voit ce qu'il a fallu pour comprendre physiquement que le soleil est bien une étoile, c'était bien sûr purement ce qu'on appelle de l'intuition, ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais lui-même disait, je ne suis pas un scientifique, ce n'est pas par la raison, je ne pourrais jamais démontrer ce que je dis, mais je le pense fondamentalement. Et je pense réellement que l'univers est infini et que tous les petits points qu'on voit, ce sont des soleils. Et donc, disait-il, si c'est le cas, eh bien nécessairement, il y a de la vie ailleurs. Parce que si le monde est infini, il y a forcément des terres ailleurs. Et donc, comme il était très copernicien et qu'il comprenait que les planètes toutes tournent de la même manière autour des étoiles et que donc la Terre est un objet banal, forcément il y en a ailleurs. Et donc, il a repris à son compte, et si je le dis ici, c'est parce que j'en veux à Wikipédia qui ne le cite jamais. Si on parle de la pluralité des mondes, on parle de Fontenelle, mais jamais de Giordano Bruno. Surtout qu'il l'a payé très cher, comme vous le savez. Il a été arrêté en 1593 après avoir été viré de son boulot, comme prêtre évidemment. Il a été précepteur, il a été arrêté à Venise, 7 ans de procès d'inquisition qui sont terminés, comme vous le savez aussi, par sa mort, puisqu'il a été brûlé vif au Campo dei Fiori à Rome. Ce qui est extraordinaire, si vous relisez, mais c'est pas de ça dont je vous parlais, tous les textes là, tout le monde a voulu que, comme 33 ans plus tard pour Galilée, il abjure de tout. Et il a dit, je peux abjurer de tout ce que vous voulez. La Vierge, il ne croyait pas que vous voulez qu'il y ait la Vierge, il y a la Vierge. Il y a une chose qu'il ne voulait pas, c'était la notion de pluralité des mondes. Il dit, c'est impossible dans un univers infini qu'on soit seul. Et ça a été terrible, mais c'était initiateur de tout ce qui s'est suivi. Donc après, bien sûr, Galilée a repris ça, et puis les lois sont devenues universelles, donc le cosmos est devenu l'univers, l'endroit où les lois sont universelles. Il s'est passé énormément de choses, je vais bien sûr très vite, mais il y avait cette idée qui était chez lui, qui est un profond syllogisme, et le syllogisme, c'est de dire, si les lois sont universelles, si partout c'est les mêmes lois, il y a forcément les mêmes conséquences, les mêmes effets. Et donc la pluralité des mondes, comme du temps d'Épicure, c'est la conséquence de ça. Si c'est les mêmes lois qui opèrent partout, démontrées par la physique naissante au XVIIe siècle, forcément il y a les mêmes effets. Et bien sûr, c'est ce syllogisme-là que je crois l'exploration spatiale est en train de mettre à bas, mais c'est ça qui est très important. Et quand vous regardez 4 siècles de physique depuis, si je puis dire, c'est essentiellement pour asseoir l'idée que
les lois, les mêmes lois opèrent partout de la même manière. Que ce sont les mêmes lois qui, à toute échelle, expliquent ce que l'on voit de l'échelle microscopique à l'échelle macroscopique. Et c'est tellement vrai que on le voit, cette notion de les choses sont binaires, et puis qu'on veut unifier. Partout, l'unification a été, et on le voit bien dans la deuxième moitié du XXe siècle, jusqu'à récemment, même dans la physique fondamentale, ce besoin de toujours tout vouloir unifier. Et on fait des classifications, on essaye de regrouper les objets, on dit, etc. Pour moi, c'est le chemin inverse qu'il faut prendre maintenant, et comprendre que chaque fois qu'on essaie d'unifier, ça masque la richesse de la véritable réalité qui est dans la diversité et pas dans l'unité. Et je pense que l'unification en physique porte aussi quelque part ce dilemme-là. Et quand l'ère spatiale a démarré, et c'est ça que je voulais vous dire, on était totalement dans cette idée. Et cette idée, elle est que la vie existe ailleurs, elle est extrêmement tenace, parce que je suis sûr que si j'avais demandé ici, et je peux le faire tout de suite d'ailleurs, qui pense qu'il y a de la vie ailleurs que sur Terre, est-ce qu'il y a de la vie ailleurs dans l'univers? Je ne vais pas le faire tout de suite parce que c'est un peu d'idée, mais chaque fois que je fais ça, mais tout le monde lève la main. Et il y a 2 ou 3 personnes qui osent dire peut-être pas, mais pourquoi? Or, la question de savoir s'il y a de la vie ailleurs ou pas n'est pas une question scientifique, parce qu'il n'y a aucune observation qui vous dit qu'il y a de la vie ailleurs, de même d'ailleurs qu'il n'y a aucune observation qui dit qu'il n'y en a pas. La réponse des gens à cette question, elle est parfaitement d'ordre dogmatique, doctrinal quelque part. Elle est liée à tout ce que je vous ai dit très rapidement, le fait qu'au cours des siècles, on a construit cette idée que le vivant ne peut pas être autre chose qu'une propriété générique de l'évolution. Et donc, il y a nécessairement, dans un monde suffisamment nombreux, infini ou pas, on ne sait pas, mais on utilise souvent le terme de milliards, il y a des milliards de planètes dans une galaxie, il y a des milliards de galaxies, des milliards de milliards, dans le langage courant, ça veut dire l'infini. Et donc, les gens se disent, il y en a tellement que forcément, il y a de la vie ailleurs. Donc, on est profondément imprégné de cela. Et c'est pour ça que dans le titre de tout à l'heure, je vous ai dit que la quête de la vie et de cette question d'émergence de la vie est en train de changer un peu. Mais je voulais mettre ça un petit peu dans ce contexte. Et sur cette notion d'évolution, je vais rester aussi 1 minute, même si peut-être que la dernière fois, je vous ai déjà montré des choses comme ça. L'évolution, on a tous grandi avec cette notion-là, et ça m'énerve un peu, à vrai dire. L'évolution est toujours pensée comme allant du simple vers le complexe. C'est quelque chose qu'on ne dit pas, mais en général, c'est comme ça. Le Big Bang a créé des particules, il y a eu les quarks qui ensuite ont fait des atomes, puis des molécules, puis les molécules vont devenir des molécules organiques. Et puis, si on attend un peu, eh bien, à un moment donné, on va bien sûr avoir les pas suivants de l'évolution. Et donc, on voit bien déjà qu'à partir du moment où on met une flèche quelque part, c'est profondément non darwinien, comme je mets, parce que le propre de l'évolution darwinienne, et on va revenir un peu là-dessus, c'est qu'à chaque étape de l'évolution, tous les possibles existent, et c'est les contingences, c'est l'environnement qui va décider, par adaptation successive, quel chemin prendre. Mais tous les possibles existent, donc il n'y a pas de flèche. C'est tout le problème entre Lamarck et Darwin. Mais on met toujours ça, et souvent d'ailleurs, les gens pensent même qu'il y a un chemin unique de complexification. Et on prend des exemples toujours pour dire, évidemment, on va du simple vers le complexe, et il y a une seule manière de le faire, et en général, on met le vivant là-dedans, comme une des étapes nécessaires d'un chemin d'évolution progressive vers de la complexité. Et cette idée du vivant comme produit générique de la complexification croissante, on la met d'autant plus qu'on aime mettre dans cette gauge-là, où on essaie de compter le nombre de neurones, etc. On met bien sûr le cerveau humain en thème de tout ça. Donc je disais que cette échelle de l'évolution en mettant le cerveau humain là-dedans, maintenant on peut la dater. On voit à quel moment c'est arrivé. C'est arrivé typiquement à la fin du 19e siècle, quand il fallait expliquer quelque part et justifier que l'homme avait une position dans l'évolution qui effectivement justifiait tout ce qui se passait depuis l'esclavage d'une part jusqu'à la conquête de la matière et de la nature telle qu'il le faisait. Et donc on a tous grandi avec cette notion-là. Et ça, bien sûr, ça retrouve la notion de pluralité des mondes. Pourquoi? Parce que à partir du moment où le vivant est un produit générique de l'évolution, eh bien, puisqu'on part des mêmes principes et donc des mêmes évolutions du Big Bang vers les atomes, etc., on va retrouver de la vie partout ailleurs. Et donc, l'idée que la Terre est une planète banale, produit générique, fait que forcément la vie doit être présente à grande échelle dans l'univers. Et à nouveau, vous voyez bien que tout ça, ça s'est construit sans approche scientifique, au sens où on n'avait jamais moyen de jauger notre représentation par une observable quelconque, par une observation qui nous permettait de confirmer ou d'infirmer les dires. Ça s'est construit au cours du temps, mais vous voyez bien que c'est parti de quelque chose dans notre propre société de parfaitement doctrinal. Et donc, la deuxième chose qui est arrivée, qui est très étonnante, c'est que, pour des raisons qu'on commence juste à comprendre, l'eau et la vie ont été liées, en tout cas sur Terre. Mais
ça fait des siècles que les gens pensent, que, et surtout au 19e siècle, que l'eau et la vie sont liées, et je ne sais pas d'ailleurs d'où ils sortaient ça, parce que c'est les raisons pour lesquelles la vie sur Terre a démarré dans l'eau, maintenant on les comprend, mais c'est pour des raisons que personne au 19e siècle ne pouvait imaginer même. N'empêche que l'eau et la vie sont liées. Si vous reprenez tous les dictionnaires du 20e siècle depuis 1900, vous voyez les gravures des planètes, c'est incroyable, il y a de l'eau partout, il y a de l'eau sur la Lune, il y a de l'eau sur Mars, il y a de l'eau partout, puisqu'il y a de la vie partout, c'est qu'il y a de l'eau partout. Et donc, on est, pour vous montrer à quel point c'est tenace et prégnant cette affaire-là, c'est à propos de la notion d'habitabilité. Et comme je sais que dans la salle, il y a des gens qui travaillent sur les exoplanètes, ça me permettra de dire ce que je pense un peu de certaines choses que ces gens-là disent. C'est que cette notion d'habitabilité, elle est toujours et uniquement tournée vers cette notion-là, qui est que pour qu'une planète soit habitable, il faut qu'il y ait de l'eau liquide, et à l'inverse, dès qu'il y a de l'eau liquide, elle est forcément habitable. Ce qui me paraît pas bon pour un certain nombre de raisons. D'abord, un monde qui est habitable sans être habité, c'est qu'il n'est pas habitable, parce que s'il manquait quelque chose. Donc cette notion d'habitabilité qui ne marche pas, donc si Mars était habitable, il aurait dû être habité. Mais ce n'est pas tellement ça qui est important. C'est que ça met en cause, et c'est ça que je vais vous montrer maintenant, tout ce que l'on pense sur la raison qui fait, que l'eau est arrivée sur Terre, mais surtout que la vie dans cette eau-là, et vous verrez que c'est une eau très particulière, a pu se développer. Et donc, maintenant on commence un petit peu à comprendre, mais c'est vrai que c'est tellement tenace que encore les gens parlent des exotères ou des mondes habitables, et bon, on en reparlera. Et donc, parce que la vie est présente à grande échelle dans l'univers, il doit y avoir de l'eau aussi présente à grande échelle dans l'univers. Alors, jusqu'à l'ère spatiale, on avait un seul exemple qui était la Terre. On n'avait pas au télescope, franchement, ce que vous voyez des autres planètes, ça ne vous permettait pas d'en dire grand-chose. Et donc, on avait dans notre horizon scientifique, c'est-à-dire la capacité pour nous de voir quelque chose qui permet de tester nos représentations, il n'y avait pour l'essentiel que la Terre. Et donc, c'est à partir de là qu'on extrapolait par dogme ce qu'il pouvait y avoir, et en particulier on mettait de la vie partout et de l'eau partout, et bien sûr vie et eau étant mis partout. Il y a longtemps que les gens pensaient que Mars était probablement le candidat le plus favorable. La preuve c'est que c'est rouge, si c'est rouge c'est que c'est rouillé, si c'est rouillé c'est qu'il y a de la flotte et ce genre de choses. Il ne faut pas rigoler parce que c'est vrai que ça a été jusqu'à aujourd'hui ce qui a conduit les gens à faire des missions martiennes, y compris aux États-Unis, j'en dirai un mot, et il a fallu démontrer ce qui fait que Mars est rouge. C'est nous qui l'avons fait d'ailleurs pour démontrer que là où Mars est rouge, c'est bien que ça a été rouillé, c'est-à-dire que le Fe2+, est devenu Fe3+, le ferreux est bien devenu ferrique, mais en même temps on a montré que ça n'a pas été fait par de l'eau liquide, et on peut même démontrer que là où Mars est rouge, c'est là où il n'y a jamais eu d'eau liquide, et tous les gens qui ont été là pour essayer de trouver des fossiles et tout ça se sont plantés pour cette raison-là. Et donc cette idée qu'il y a de la vie et donc de l'eau sur Mars, tout le monde sait que ça a été emblématiquement proposé par un monsieur qui s'appelle Schiaparelli, qui a eu le malheur, à partir de son téléphone, à la fin du 19e siècle, de son télescope, à la fin du 19e siècle, il a vu des choses, et on sait bien que c'était un problème d'optique maintenant, enfin il voyait des choses comme des traînées noires, il a eu le malheur d'appeler ça des canali, qui d'ailleurs, canali en italien, comme s'il y a des Italiens dans la salle, ils le savent bien, ça ne veut pas dire des canaux au sens de canaux d'irrigation, comme nous on dit, c'est des écoulements tout simplement, mais ça a été traduit bien sûr par des écoulements, et ce monsieur Lowell, que pas mal d'entre vous doivent connaître, à la fin du 19e, en a profité pour construire un de ce qui est devenu et resté jusqu'à aujourd'hui un des plus beaux parcs de télescopes en Arizona, où il a expliqué que ces canaux-là, c'était des canaux qui avaient été faits par les Martiens qui, habitant à l'équateur, se récupéraient la glace des pôles et donc récupéraient l'eau de cette manière-là. Et ça a été effectivement un paradigme ancien dont je peux vous dire quand même qu'il a perduré, ce paradigme, parce que lorsque, j'en dirai deux mots peut-être tout à l'heure, mais je peux déjà dire tout de suite, quand, pendant le programme Apollo, les Américains ont décidé de l'étape suivante qui a été le programme Viking, qui est donc arrivé en juillet 1976 pour fêter le 200e anniversaire de la création des États-Unis, le but de ces missions Viking, j'ai dû mettre quelques belles images quand même, le but de ces images, plus exactement, de ces missions Viking, une fois projetées comme ça, c'est à peu près la taille du vrai. Hein, c'était des missions extraordinaires. Il y en a eu deux, Viking 1, Viking 2, qui sont effectivement posées en 1976. Et il y avait un bras, comme vous voyez ici, manipulateur, qui a pas. Alors ça, c'est une image qui a été prise avant que ça parte, dans la veille de la mort. Et ça, c'est une image que j'adore, parce que c'est une image vraie, où vous voyez le bras, et vous voyez les pelletées qui ont déjà été prises pour aller analyser. Eh bien, si vous vous souvenez, pour les plus anciens, et si vous allez sur le site de la NASA, vous verrez que Viking, contrairement à ce que souvent on dit, n'était pas là pour savoir s'il y a de la vie sur Mars. Tout le monde était tellement convaincu qu'il y a de la vie, parce que c'était à nouveau le dogme, il y a de la vie sur Mars, que les trois expériences principales de Viking étaient là pour caractériser le métabolisme de la vie martienne. Est-ce que
les espèces martiennes utilisent le gaz carbonique comme nos plantes pour fabriquer des sucres et recracher de l'oxygène, ou est-ce que, comme nos mammifères, elles absorbent de l'oxygène et recrachent du gaz carbonique? Et ces 3 expériences qui ont été faites, à partir du sable qui était ramassé comme ça, c'était ça l'objectif. Parce qu'à nouveau, la conviction que les gens avaient, c'était qu'il y a de la vie sur Mars. Et je dirais que l'échec, si on peut dire quelque part, c'est pas l'échec de cette mission, parce que c'est la réalité, mais par rapport à ce que les gens espéraient voir, ce n'est pas encore le glas, mais le premier bousculement de ce dogme de la pluralité des mondes. On s'est dit, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça, surtout que maintenant, quand on voit ils se sont posés, on a du mal à imaginer qu'ils ont pu imaginer qu'il y avait des organismes vivants là où ils sont posés. L'atmosphère est même si peu dense que l'ultraviolet arrive jusqu'au sol et détruit toutes les molécules. Bref, c'est ça qui a été fait. Le paradigme n'a pas été validé, mais quand on regarde comment, jusqu'à aujourd'hui, la NASA présente ses missions martiennes, c'est toujours avec l'idée « follow the water ». On va chercher l'eau. C'est l'eau qui est le guide de toutes ces opérations-là, à cause, encore une fois, de cette idée-là. Et quand la mission Kepler d'exoplanète s'est terminée il y a quelques mois, en octobre, si vous allez sur le site de la NASA qui fait le bilan de la mission Kepler, qui est une mission extraordinaire, qui a détecté des milliers d'exoplanètes, quand vous voyez ça, vous voyez ce que je veux dire ici, c'est que, qu'on le veuille ou pas, il y a toujours cette idée que la vie est quelque chose qui existe de partout, que les indices sont nombreux, qu'il y a des exotères, qu'il y a de l'habitabilité partout. Et vous voyez, many of which could be promising place for life, alors qu'il n'y a rien qui le dit, absolument rien. Et quand vous regardez après, il y a toujours liquid water, etc. Pool de planète surface. C'est quelque chose d'incroyablement tenace, ce qui vous dit à la fois, et on le comprend bien, et quelque part c'est à la gloire de Giordano Bruno qui a réinitié ce... Mais ça vous dit aussi dans quel univers les scientifiques ont à se débattre, parce que dans la communauté scientifique elle-même, le poids idéologique est très fort. Et donc, juste un mot pour dire comment ça s'est continué cette affaire-là. Donc là, on est en 76, et il n'y a pas d'eau sur Mars, et la vie... on peut expliquer tout ce que Viking a trouvé sans faire appel à de la biologie. Et donc, les gens se sont posé la question de savoir où ailleurs dans le système solaire il y a de l'eau liquide. Et il se trouve, et ça qui est étonnant, que dans le système solaire tel qu'on le voit au télescope, il y avait un seul objet dont on pouvait dire il doit y avoir de l'eau liquide à sa surface. Et cet objet, c'est Titan, le plus gros des satellites de Saturne. Pour une raison simple, c'est que quand on regarde le télescope Titan, la seule signature spectrale, c'est celle du méthane. Il y a une énorme bande du méthane à 3,1 microns, parce qu'on le sait bien que le méthane absorbe terriblement l'infrarouge, c'est un gaz à effet de serre. C'est la seule chose qu'on voyait. Et ils se sont dit, s'il y a du méthane, certes, Titan, étant à l'orbite de Saturne, il est 10 fois plus loin du Soleil que n'est la Terre, il reçoit très peu d'énergie, mais si le méthane bloque tellement le rayonnement infrarouge et fait un effet de serre, les gens pensaient qu'il y avait peut-être 99% de méthane dans l'atmosphère de Titan, ça mettra plus de temps, mais on va finir par chauffer, et si on chauffe, l'eau va être stable à l'état liquide, on sera au-dessus du point triple. Et donc, s'il y a de l'eau liquide, parce qu'il fait chaud, et que la pression, en espérant que la pression est la bonne, avec du méthane, qui a du carbone, de l'eau et du carbone, bingo. Et si vous regardez les diapositives de l'époque, c'était des diapositives qui ont fait passer la mission, qui est devenue la mission Voyager, qui s'appelait Grand Tour à l'époque. C'est une mission où vous voyez effectivement les sondes qui arrivent près de Saturne, et non pas pour pointer Saturne, mais pour Titan, et d'ailleurs pour faire un survol rapproché de Titan. C'était ça l'objectif Voyager, passer suffisamment près de Titan pour voir des geysers, des dauphins qui sautent, quoi. Et on les voyait sur les images d'animation qu'on avait à l'époque. Et vous connaissez l'histoire, Voyager est partie très rapidement parce qu'il fallait profiter d'un alignement de planètes tout à fait particulier. Elle est partie en particulier en direction de Jupiter, dont elle a fait un survol. Je revenais sur cette image qui n'est pas une vraie image. Enfin, toutes les images là sont bonnes, mais on a regroupé les 4 satellites tout près pour obtenir à l'échelle. Mais ils sont à l'échelle de taille, mais pas à l'échelle de position, bien sûr. Et vous voyez que la qualité des images est quelque chose d'extraordinaire. Elle arrive à Saturne, cette sonde, et elle pointe sur Saturne, et tout d'un coup, sur Saturne, pour ceux qui s'en souviennent, il y avait l'équivalent des taches rouges, des grands cyclones d'atmosphère. On dit c'est extraordinaire, la caméra est absolument géniale. Hop, il pointe vers Titan, rien. C'est pas vrai. La caméra qui tombe en panne au moment, il la repointe vers Saturne, merveilleux, des structures dans tous les coins, et donc, ça remarche, il repointe vers Titan, rien. Et ils ont compris que s'ils ne voyaient rien, c'est qu'il n'y avait rien à voir, parce que Titan était entouré d'une atmosphère qui était bourrée d'aérosols, qu'on ne pouvait pas voir à la surface de Titan. Et ils ont compris que ces aérosols, c'était parce que, c'est venu assez rapidement, avec des images de ce style-là, on voyait effectivement au limbe les couches d'aérosols qui expliquaient qu'en fait, l'atmosphère n'était pas composée essentiellement
de méthane, il y avait 1% de méthane et que quasiment les 99% restants, c'était de l'azote moléculaire, N2. Mais N2, comme on le sait, ce n'est pas un gaz à effet de serre, il n'y a pas de transition en infrarouge, on ne peut pas le voir au télescope. Et donc personne n'avait imaginé que quelque chose qu'on ne peut pas voir existe. Et effectivement, c'est essentiellement une atmosphère d'azote dont les gens ont pensé que c'était en équilibre avec de l'azote liquide à moins 200 degrés. Probablement, ce n'est pas de l'azote liquide, c'est des hydrocarbures, mais c'est quand même à moins 200 degrés. Et l'idée qu'il y a de l'eau liquide à la surface de Titan s'est évanouie. Donc ça a été le deuxième grand choc, et ça s'est passé en 81. Et donc vous voyez que ce dogme-là a été un petit peu compliqué, comme ces images que je vous ai montrées tout à l'heure. Et dans cette décennie-là, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Des sondes sont posées sur Vénus, je n'ai pas le temps d'en parler, mais c'était quelque chose d'incroyable. Et comme ça, on a découvert par des mesures que l'atmosphère de Vénus était incroyablement dense, presque 100 bars, avec une température extrêmement élevée, 750 degrés Kelvin, à cause d'un effet de serre torride. Il a fallu qu'ils envoient 9 sondes, les soviétiques, c'est eux qui, surtout, parce que les premières, tout simplement, n'arrivaient pas jusqu'au sol, tellement la pression était dure, et qu'ils n'avaient pas mesuré, on ne peut pas la mesurer avant, etc. Sur cette image-là, je vais rester un instant, parce que cette image-là, donc, a été prise, comme je vous l'ai dit, sur la trajectoire, c'était juste un survol. Ces 4 objets-là ont été survolé très peu de temps, bon, par les 2 sondes, il y avait 2 sondes, mais enfin suffisamment pour donner ces images-là. Et ces images-là, pour moi, elles sont exemplaires d'une des choses que je voudrais ressortir aujourd'hui, c'est la diversité dans le système solaire. Ces 4 satellites-là, c'est ce qu'on appelle les satellites galiléens, c'est 4 objets que Galilée a vus en montant au sommet du Campanile avec sa lunette en 1610. Et d'ailleurs, j'aurais pu montrer l'image où on voit Galilée faisant le dessin de ce qu'il voyait dans une nuit. Il y en a 1 et 2 de l'autre côté, puis 3 et 1, etc. De nuit en nuit, on voit ce qu'il appelait les étoiles qui tournaient autour de Jupiter. Ce qui a été fondamental parce que c'est ça qui lui a indiqué que non seulement les planètes tournent autour du Soleil, mais le Soleil n'est pas le seul centre de mouvement. La preuve, c'est que ça tourne aussi autour de Jupiter, et c'est ça qui était à la base de ce que Newton ensuite a fait. La gravité est universelle. Donc c'était très important. Mais il faut dire qu'entre 1610 et 1979, pour l'essentiel, on n'en savait pas plus on connaissait la trajectoire, on a bien pu connaître la trajectoire, les dimensions de ces objets, etc., mais rien d'autre. Il a fallu attendre que ces sondes fassent un survol, et maintenant tout le monde connaît ces images-là, pour qu'on réalise à quel point ces 4 objets sont différents. Le dernier ici à droite, c'est Io. Io, c'est vraiment intéressant parce que c'est l'objet le plus volcanique du système solaire. C'est le plus proche de Jupiter. Il y a une seule personne, il s'appelle Stanley Peale, ce monsieur, il est mort il y a très peu de temps, qui était un monsieur que je trouve absolument incroyable, un physicien américain, qui avait fait un calcul des faits de marée. Je dis une demi-minute. Io étant tout près de Jupiter, qui est considérable, il y a 2 bourrelets très forts, disons, et Jupiter oblige Io à avoir ces bourrelets, et Io, comme pour la Lune, tourne sur lui-même à la même vitesse qu'il tourne autour de Jupiter, donc il pointe toujours la même face. Mais comme l'orbite n'est pas strictement circulaire, c'est ce que disait Peale, un peu elliptique, la vitesse n'est pas constante. Et comme la vitesse n'est pas constante, les bourrelets, comme ça, de temps en temps, ils oscillent. Ils ont envie de tourner un peu moins vite, mais bien sûr, Jupiter, qui est très gros, le ramène, etc. Donc il y a des oscillations, et M. Stanley Peale avait fait le calcul de l'énergie dissipée dans Io par ça, et il en avait conclu que, je crois que c'est un facteur 3000 fois plus d'énergie dissipée que ce qu'il y a dans la Terre actuellement, par essentiellement la radioactivité. Et il a dit, mais cet objet va être le plus volcanique du système solaire, c'est l'objet le plus fou qu'on a jamais vu. Eh bien, aucune des revues scientifiques n'a voulu publier son papier en disant ce mec a un grain. Il n'y a que la revue Science qui s'est dit quand même 15 jours avant, on ne sait jamais, on lui donne 2500 mots. Donc il a publié ces 2500 mots pour proposer ça. Il était sûr de son coup, et le jour du survol, il était à JPL avec 2000 bouteilles de champagne, parce qu'il était sûr de ce qu'il a vu. Et Io est effectivement l'objet le plus volcanique du système solaire. En haut à gauche, vous avez Callisto, qui est un objet, si vous avez une image agrandie, si vous ne savez pas si c'est la Lune ou Mars, ou complètement cratérisé à saturation. Le blanc là-bas, c'est Europe, il n'y a pas un cratère d'impact, c'est que de la glace avec des crevasses. Et Ganymède, ici en bas, c'est un mélange des deux. Comment se fait-il que 4 objets qui ont la même composition initiale, formés au même moment, il y a 4,6 milliards d'années, en même point de l'univers, et après 4,6 milliards d'années, une évolution qui les conduit à des effets et des statuts tellement différents. Et pour moi, c'est une des plus belles illustrations de ce que je voudrais montrer, et vous allez voir pourquoi dans un instant, la diversité des objets du système solaire, mais qui reflète quelque chose de plus important, qui est la diversité des chemins d'évolution possibles à partir d'un point qu'on considère unique, qui est la formation du système. Après quoi, il y a eu des choses sur Mars, il y en a encore sur Mars, et puis il y a eu l'affaire Rosetta, dont je dirais peut-être un mot, avec cette image quand on s'est posé, qui est l'image de l'objet le plus ancien du système solaire qu'on ait jamais photographié. Et donc voilà tout d'un coup qu'à
alors que jusqu'au spatial, on n'avait que notre exemple, on découvre tout d'un coup que nous sommes partie prenante d'un des chemins d'évolution, celui qui est en bleu, la Terre, mais on a maintenant accès aux autres. Et tout d'un coup, le spatial fait rentrer tout le monde, les mondes planétaires dans d'autres horizons. Et qu'est-ce qu'on ressort de tout ça? Cette diversité dont je vous parle, qui est parfaitement inédite et insoupçonnée parce que personne, aucun écrivain de science-fiction n'avait pensé réellement qu'on découvrirait dans le système solaire ce degré de diversité. Et ce qui est merveilleux, c'est que cette diversité, elle a donné naissance à ce genre d'images que tout le monde connaît maintenant. La vitesse à laquelle ça passe dans le patrimoine, ces images-là, c'est extraordinaire parce que la Terre ronde, encore une fois, quelques années avant, elle était plate, hein, la Terre, elle n'était pas ronde. Et ces quatre-là, donc, c'est celle que je vous disais avec Stanley Peel. Mais ce qui est extraordinaire, bien sûr, c'est la Terre elle-même. Hein. C'est que quand on revient à la Terre, qu'on pensait banale et générique, on s'aperçoit que la couverture océanique, mais c'est dingue, nulle part ailleurs dans le système solaire il y a de l'eau à la surface, et peut-être qu'il n'y en a jamais eu. On s'aperçoit que la couverture en océan, j'en dirais deux mots, est quelque chose de tout à fait unique dans le système solaire, et on commence juste à comprendre comment l'eau est arrivée, comment elle est restée à la surface pendant plus de 4 milliards d'années, pérenne. Et la couverture nuageuse, pareil, là on voit bien que les nuages c'est ce qu'il y a de blanc, tout d'un coup on réalise que quand on observe la Terre et qu'on la compare aux autres, c'est le seul objet qui est comme ça. La Terre est couverte à peu près de moitié-moitié de nuages, c'est 40-60, mais on peut dire 50-50. On a l'impression qu'hier il faisait beau, aujourd'hui il n'y en a pas, ça vient, ça va les nuages. Vous voyez bien qu'un nuage, ça renvoie 50%, pour ça qu'ils sont blancs, l'image est faite de l'extérieur, ça renvoie 50% d'énergie qui tombe dessus. Si vous changez 10% de la couverture en nuage, ça fait 5% d'énergie en dessous, en moins ou en plus, ce qui est considérable. On peut dire que la couverture en nuage, non seulement ça, à l'échelle, non pas des semaines et des mois, mais des millions, peut-être des milliards d'années, est stationnaire sur Terre. C'est quelque chose d'incroyable. Eh bien, on ne connaît toujours pas la raison. Je peux vous en dire un mot ou deux, mais... et c'est surtout le seul objet comme ça dans le système solaire. Vénus, c'est 100% de nuages, et 100% de nuages tellement opaques que si vous étiez à la surface de Vénus, vous ne savez même pas que le Soleil existe, tellement ils sont opaques. Et puis la plupart des autres objets, il n'y a pas de nuages. Sur la Terre, c'est du 50-50. Eh bien, quand je vous disais que c'est un des problèmes peut-être les plus passionnants d'aujourd'hui, c'est qu'on ne sait toujours pas comment se forment les nuages sur Terre. On sait bien que la thermodynamique fait qu'il faut que l'eau passe en dessous de 0 degré, mais ça germe sur quelque chose. Il faut qu'il y ait un germe de nucléation. On ne sait toujours pas sur quoi ça se nuclée. Est-ce que c'est des traces du rayonnement cosmique? Est-ce que c'est des particules des comètes qui rentrent dans la stratosphère? Or, il y a une urgence à le savoir parce que, mais ce n'est pas le but aujourd'hui, l'activité humaine qui augmente la température moyenne en augmentant le CO2, plus ça chauffe, plus ça évapore les océans. Donc on voit que l'échauffement par le CO2 entraîne, boule de neige, l'évaporation des océans, qui elle-même, H2O bien sûr, c'est un gaz à effet de serre. Donc on peut très bien avoir un effet divergent. Il ne faut pas penser qu'il n'y a pas d'effet divergent. Je vous avais dit tout à l'heure pour Vénus, Vénus a eu un tel cycle d'emballement et Vénus a maintenant une température de à peu près 450 degrés à sa surface. Donc il ne faut pas penser que tout système revient à l'équilibre. On peut avoir un système divergent. Le seul espoir que sur Terre, on arrive à un moment donné à ralentir l'augmentation, de toute manière on ne pourra pas supprimer, c'est qu'une fraction de la vapeur d'eau, au lieu de rester en vapeur, se concentre en nuage. Parce que le nuage d'eau, c'est la même molécule, donc ça bloque le rayonnement infrarouge, c'est une structure à effet de serre. Mais en même temps, le nuage, comme on le voit ici, ça renvoie du soleil dans l'espace, et donc ça peut contribuer à refroidir. Eh bien, ce problème-là de la nucléation des nuages terrestres, c'est une des choses qu'on essaye de comprendre maintenant, mais beaucoup de choses à poste. Selon les germes de nucléation, ça ne va pas donner les mêmes nuages, ça peut être des cumulus, mais si c'est des stratus, c'est pas le même effet, etc. Il peut ou ne pas pleuvoir, enfin, vous voyez, ce genre de choses, et c'est tout à fait critique. Et de manière générale, l'atmosphère est tout à fait particulière. Donc, plus ça va, plus on réalise que ce que l'on voit dans la Terre, en tout cas sur la structure extérieure, mais c'est vrai pour tout, elles sont strictement uniques et la seule question est de savoir à quelle échelle, dans l'espace et dans le temps, elle l'est. À quelle échelle dans l'espace du système solaire, de la galaxie ou de l'univers, et dans le temps, est-ce que ça a toujours été comme ça? On sait que notre atmosphère a évolué, pendant 2 milliards d'années, il n'y avait pas d'oxygène comme on l'a aujourd'hui, il a fallu la construire, etc. Et la même chose arrive avec le vivant. Est-ce que le vivant est une propriété réellement générique ou est-ce qu'elle procède d'une évolution très liée à l'évolution de la Terre elle-même? Donc vous voyez un petit peu ce vers quoi je vais tendre dans les minutes qui vont suivre. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en même temps que ces questions-là commencent à être des questions d'actualité par rapport à l'exploration du système solaire, la découverte des exoplanètes a commencé, à peu près en même temps, il y a 20 ans. Et donc, on commence à découvrir des exoplanètes, tout le monde maintenant le sait, il y en a 4000, des choses comme ça. Et ce que je trouve extraordinaire sur les exoplanètes, c'est que, bon, ça, c'en est une en particulier ici, c'est la chose suivante.
c'est vrai que la question de savoir s'il y a des planètes autour des autres étoiles est une question très ancienne. Dans l'Antiquité déjà, beaucoup de gens, je vous ai dit, Épicure le proposait. Donc ensuite, ça a été débattu, il y a des gens qui ont dit oui, des gens qui ont dit non, mais on n'a jamais eu de preuve, de confirmation. La confirmation change tout, bien sûr. Et donc, je ne vais pas minimiser ce qui s'est fait avec Meyer et Kellos et puis tout ce qu'on fait depuis, c'est remarquable. Mais pour moi, ce n'est pas ça le plus important. Ce qui est plus important, ce n'est pas qu'on confirme l'idée qu'il y a des exoplanètes, c'est-à-dire que autour de toutes les étoiles que l'on voit, exactement, la formation de ce qui va devenir une étoile suppose que le disque autour va donner naissance aussi à d'autres objets de plus petite dimension qui n'auront pas la capacité d'évoluer comme une étoile, mais qui vont rester des planètes. Ça, c'est très bien de l'avoir démontré. Mais le plus important, je pense, c'est que rien de ce que l'on trouve ne correspond à ce qu'on imagine devoir trouver, ou ce qu'on imaginait devoir trouver. Plus on découvre de systèmes, parce que c'est des vrais systèmes planétaires maintenant qu'on découvre, on va dire systèmes stellaires, plus le même degré de, ce que j'ai dû mettre là, le même degré de diversité apparaît. Alors tant qu'on n'en connaissait qu'un, ben on a tout fabriqué sur le nôtre, mais maintenant qu'on a accès aux autres, on s'aperçoit qu'on est dans un, qu'on peut aller voir les autres systèmes, c'est exactement similaire à ce que je vous ai dit dans le système solaire, et maintenant qu'on fait ça, c'est incroyable, on découvre une incroyable diversité de ces objets. Et je donnerai un exemple ou deux tout à l'heure, mais tous les gens qui ont vu, et je suis sûr que vous avez plein de conférences déjà sur les exoplanètes, savent que ce qui choque, ce qui a choqué au démarrage, et ce qui maintenant paraît comme une grande richesse, c'est qu'effectivement, on ne retrouve pas du tout la structure que l'on a chez nous. C'est pas que notre système est différent des autres qui seraient tous les mêmes, de même que ce n'est pas que la Terre est différente des autres planètes qui seraient toutes les mêmes, c'est que chacun a suivi une évolution différente qui va lui donner un statut différent. Et ce qui ressort de tout ça, c'est la diversité. Donc on voit déjà deux échelles de diversité qui apparaissent, et comme je dirais tout à fait à la fin, je pense que le même s'applique, surtout peut-être même à l'échelle de l'univers. On n'a pas accès actuellement à d'autres univers que celui dans lequel on est, mais rien n'empêche de penser qu'il y a des univers qui ont suivi aussi des évolutions complètement différentes, et dans lesquels il n'y a peut-être pas d'étoiles d'ailleurs. On viendra là-dessus. Et donc il y a une spécificité des évolutions partout. Donc la question de la vie est en train de se poser très différemment, parce qu'une fois qu'on a posé la question de la diversité des évolutions, ben, il faut qu'on comprenne le moteur de cette diversité. Est-ce que cette diversité va passer outre le fait que la vie est ou n'est pas un produit générique de l'univers? Donc voilà comment on était avec les planètes. Et maintenant, je reviens donc pour faire sentir un petit peu ce que peuvent être ces moteurs de l'évolution. Pendant très longtemps, on est resté avec l'idée qu'on a une origine commune. Vous voyez que là, j'ai mis des guillemets exprès parce que je pense que les guillemets sont plus importants. Parce que quand on dit une origine commune, ça veut dire qu'on a un point singulier à partir duquel on laisse évoluer et ça va donner le système solaire. Et le système solaire a une incroyable diversité. Mais tant que l'on dit une chose comme ça, on voit bien qu'il y a des nuages qui s'effondrent partout ailleurs qui vont donner naissance à des étoiles. Donc si on pense qu'il suffit qu'un nuage s'effondre pour donner naissance à des planètes, eh bien il y a très peu de raisons de penser qu'on ne va pas trouver le même genre de configuration qu'on a chez nous. Or précisément, ce n'est pas le cas. Et donc, qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Première chose, c'est que justement, il y a ce qui peut apparaître un contraste dialectique entre le commun du début et la diversité du résultat. Et en fait, elle est assez facile à comprendre l'origine de ça et de comprendre comment cette diversité s'est construite. Je le dis en quelques mots, mais je vais donner après deux exemples qui vont vous permettre de comprendre ce que je mets dans ces mots. D'abord, ce n'est pas une origine ponctuelle, ce n'est pas un point singulier dans l'espace-temps. Ce qu'on appelle l'évolution du système solaire, c'est une séquence de processus elle-même qui a pris non pas des secondes, mais non pas seulement des jours, mais probablement des milliers, voire des millions d'années, qui a façonné progressivement le système solaire. Et donc il y a une succession, une séquence de processus qui ont mis en place tout ce que l'on voit aujourd'hui. Les processus en tant que tels sont génériques, c'est-à-dire que ce qu'on a démontré avec les lois universelles est vrai. Il n'y a pas besoin à chaque fois d'invoquer une force spéciale, etc. Les collisions sont toujours les mêmes. En termes, c'est les collisions, c'est toujours les interactions gravitationnelles, électromagnétiques. Mais ce n'est pas ça qui est important. Et sur quoi je vais insister maintenant, c'est que ce ne sont pas les lois, les processus eux-mêmes qui font l'évolution, c'est les formes qu'ils prennent. Et la forme que prennent ces processus, elle a une possibilité infinie de possibles. Et c'est cette infinité de possibles qui va donner une infinité d'évolutions possibles. Et c'est ça que je vais donner. Maintenant, l'extraordinaire diversité des chemins d'évolution provient de la diversité des formes possibles que prennent les processus. Et donc, c'est ça qui est important, aussi bien dans le système solaire que dans les systèmes stellaires d'une manière générale. Donc, la diversité à toutes les échelles, c'est ça le premier paradigme qu'il faut remplacer. On parlait de la pluralité des mondes, maintenant c'est de la diversité. Donc, je m'en veux d'être obligé de dire que Giordano Bruno avait fait fausse route parce qu'il avait initié quelque chose d'extraordinaire, il en est mort. Mais je pense que cette idée-là
de la pluralité des mondes, que Épicure, qui nous est cher aussi, n'avait pas de moyen d'évacuer parce qu'il pensait l'univers infini, je pense que ça masquait quelque chose de plus important, qui est cette incroyable diversité. Alors cette diversité, elle répond à deux choses. Les lois sont bien universelles, et donc il y a bien des processus qui sont génériques en tant que processus. On va voir migration, collision, tout ça. En tant que tels, ils le sont. Mais chacun de ces processus peut prendre des formes d'une telle diversité, et comme on va le voir, qui sont liés à la contingence, c'est-à-dire au milieu dans lequel ils sont, c'est cette contingence qui va forger la diversité des chemins d'évolution. Et donc on a toujours du générique et du spécifique, générique et du contingent, et c'est la somme des deux qui va faire l'évolution. Et ça, c'est vrai, en fait, quel que soit le système que l'on considère. C'est vrai en physique comme c'est vrai pour les lois en sciences humaines. Si vous n'avez que des structures, vous n'avez pas la possibilité, la liberté de faire la diversité de ce que l'on observe au niveau de l'évolution des sociétés. Si vous n'avez que la liberté, mais pas des structures, vous avez un chaos, ou un bordel, comme a dit quelqu'un de maintenant de célèbre, incommensurable. Et donc, c'est l'ensemble des deux qui va faire la richesse de l'évolution telle qu'on la voit aujourd'hui. Et pour comprendre le système solaire, c'est ce montage-là qu'il faut. Et donc, je vais vous donner deux exemples de ça, que beaucoup d'entre vous ont déjà vu passer, qui sont migration et impact géant. La notion de migration est quelque chose de très intéressant parce que c'est une notion dont on aurait pu penser que depuis Poincaré, dont je vous rappelle qu'il a fait son texte sur le chaos en 1902, donc il y a longtemps, on aurait pu penser que les gens auraient pu imaginer que le chaos et donc tout ce qui va avec et les possibilités de migration des objets planétaires seraient la loi. Et même au moment de la sonde de Cassini qui est arrivée vers Saturne et qui a montré cette diversité des anneaux et des anneaux qui ne sont pas ronds, si vous vous souvenez, avec les fameux satellites Berger qui étaient dedans, dont on a compris. Personne n'a extrapolé ça à ce qu'on a découvert avec les exoplanètes quelques années plus tard. Parce que ce qu'ont montré les exoplanètes, c'est quoi ? La configuration de notre système à nous, c'est des planètes internes et des planètes externes. Et on a toujours expliqué ça d'une manière simple par le processus de formation des planètes externes qui est lié directement au fait que si vous êtes loin, il fait plus froid, il y a une distance qu'on appelle la ligne des glaces, au-delà de laquelle les glaces sont stables à l'état solide, et à l'intérieur, l'eau en particulier, c'est de la vapeur d'eau, à l'extérieur, c'est de la glace. Et pourquoi ça expliquait bien l'existence des planètes géantes à l'extérieur ? C'est que si vous voulez faire des planètes géantes, c'est quoi une planète géante ? C'est un objet qui s'est formé suffisamment vite pour accréter du gaz, alors que le gaz était encore présent dans la nébuleuse d'origine, dans le nuage protosolaire. Mais on sait très bien qu'il a été dissipé rapidement. Donc à l'échelle, on va dire, du million d'années, il faut être capable d'avoir accrété tout ce gaz. Pour accréter ce gaz gravitationnellement, il faut un noyau très lourd et très massif. Et pour qu'il soit massif, il faut qu'il ait une grande taille. On estime qu'il faut qu'il ait typiquement 10, 15, 20 fois la masse de la Terre. Qu'au centre de Jupiter, il y a un noyau qui fait à peu près 20 fois la taille de la Terre. Comment vous faites pour faire grossir un noyau de cette taille-là ? Le problème, c'est que dans le centre de la cavité, parmi le monde des planètes internes, les minéraux ne suffisent pas. Et comme tout ce qui est glace n'est pas stable à l'état de glace et de la vapeur, il n'y a pas assez de masse pour faire ça. À l'extérieur, H2O, CO2, NH3, CH4, tout ça, c'est des glaces. Donc, comme il y en a énormément, vous avez de quoi rapidement accréter un noyau suffisamment dense, massif, pour accréter autour du gaz. Et c'est comme ça que se sont fait former les planètes géantes. Donc, on explique facilement que les planètes géantes sont loin, les planètes internes, rocheuses, à l'intérieur. Donc, la glace d'eau, vapeur d'eau, c'est typiquement 3-4 UA, et voilà ce que je viens de vous dire. On fait des planètes à l'extérieur géantes. À l'intérieur, c'est des planètes rocheuses de plus petite taille. Donc ça collait très bien. Ça colle d'ailleurs toujours pas mal. Sauf que Jupiter est bien comme ça. Mais maintenant, quand on regarde les planètes géantes, les exoplanètes, dont la première, qui a été découverte donc en 1995, c'est une planète qui fait quasiment la moitié de la masse de Jupiter. C'est vraiment une planète très massive, qui est trouvée 10 fois plus proche de son étoile que Mercure ne l'est du Soleil. Penser que les glaces sont stables là, non, ça ne marche pas. Et donc, le problème majeur qu'on a eu avec les exoplanètes, et qui demeure, même si maintenant il y a une très grande diversité des exoplanètes que l'on trouve, c'est qu'on trouve énormément de planètes dites géantes très proches de leur étoile. Et ça, bien sûr, ça heurte ce que je viens de vous dire, à savoir qu'elles ne peuvent se former que loin. D'où l'idée que, effectivement, elles sont formées loin, mais entre le moment où elles se sont formées et le moment où on l'observe, elles ont migré, elles se sont déplacées. Et comme ça est née la théorie de la migration. Alors, ce n'est pas bien sûr la flèche comme ça spirale, ça prend du temps pour migrer, mais ça interagit pour rentrer à l'intérieur. Et pourquoi les gens ont sous-estimé ça ? C'est que les gens avaient toujours pensé que, à cause d'ailleurs de tout ce que je vous disais avant, une planète, c'est un objet qui est dans le champ d'une étoile. Et donc, c'était toujours des interactions entre une planète et des étoiles, ou éventuellement toutes les planètes ensemble, et l'étoile centrale. On a oublié qu'au démarrage, il y avait un disque, et que ce disque, c'était du gaz et des grains,
et que le disque, il interagit aussi avec l'étoile, exactement, l'étoile réagit aussi avec le disque, et cette interaction fait que, précisément, il y a une partie du disque qui est évacuée par résonance, ça fait des zones libres dans le disque qui font que la planète migre à cause de ça, et qu'il y a plusieurs types de migration, je ne vais pas être long là-dedans. Mais la migration est un effet direct de l'interaction entre les planètes qui se forment loin, et non seulement les étoiles et les autres planètes, mais aussi l'ensemble du disque. Et la migration va se passer tant qu'il y aura du gaz dans le disque. Elle va s'arrêter quand le gaz du disque aura disparu. Et si ça disparaît alors que la planète est très proche de l'étoile, eh ben la planète va très proche de l'étoile. Il y a une distance en dessous de laquelle elle va disparaître comme planète, mais jusqu'à 0,003, 0,04 unité astronomique, elle est stable sur des milliards d'années. Donc ça l'explique bien. Il y a une migration tout à fait particulière et qu'on a compris à ce moment-là pour expliquer ça. Mais bien sûr, le problème, c'est quand une planète migre, qu'est-ce qui se passe dans le disque? Et la réponse, c'est que si ça se fait tellement vite que le gaz n'a pas disparu, ça passe à travers et ça change à peu près rien au matériau. Mais s'il y a déjà eu possibilité que les petits grains qui étaient là commencent à s'agglutiner, faire des petits planétésimaux, alors tout d'un coup, il se passe quelque chose de très étonnant. C'est qu'au fur et à mesure que la planète rentre, les petits grains sont éjectés et ça vibre la cavité comme ça. Si bien que si vous avez une planète qui rentre complètement, il n'y a plus rien pour former les planètes internes après. Et donc, ça pose un problème, évidemment. Et donc, la question, c'est comment ça se fait qu'on soit là? Est-ce qu'on est là parce que Jupiter et Saturne n'ont jamais migré? Ou est-ce qu'on est là parce que, ce qu'on vient de dire, il y a quelque chose qui ne va pas? Et pourquoi Jupiter et Saturne n'auraient jamais migré, vu que maintenant, toutes les exoplanètes que l'on voit, on voit que la migration est la clé de cette évolution partout. La migration est un processus parfaitement générique. S'il est générique, pourquoi nous, on y aurait échappé? Et pourquoi notre système aurait eu quelque chose de particulier? Donc, cette idée de Jupiter et Saturne échappant à la migration a été évacuée. Mais ça a été évacué par ce groupe, sur lequel je vais redire un mot, même si maintenant tout le monde ou presque connaît un petit peu, ce groupe de Nice, de Morbidelli, qui a proposé que chez nous aussi, il y a bien eu une migration de Jupiter, de Saturne et des autres planètes d'ailleurs, mais très particulière parce que chaque migration va prendre une forme particulière. Et il a proposé, dans un article qui a été publié le 14 juillet 2011, donc la date est facile, que c'est ça qu'il appelait le grand acte, le virement de bord, qui a eu une migration très particulière. Et c'est rigolo parce que c'est à partir de la distribution en masse des planètes internes, on discutait beaucoup des affaires martiennes ensemble à l'époque, et tout ça, il était très sensibilisé à ça. Il a dit, là, il y a quelque chose d'étonnant. Voilà les 4 planètes avec le Soleil à droite. Dans leur taille, elles ne sont pas exactement à leur position relative, mais elles sont comme ça, Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Et vous voyez que de Mercure à la Terre, la masse augmente, et Mars, tout d'un coup, a une masse 10 fois plus petite que la Terre. Et à la fin de l'accrétion, avant même que l'eau arrive à la surface, c'était quelque chose comme ça. Or, tous les modèles d'évolution d'un disque montrent que si vous avez un disque plein comme ça, et vous mettez de la turbulence là-dedans, vous faites grossir des planètes, voilà ce que vous obtenez. Mars devrait être plus gros que la Terre. Or, Mars, c'est comme ça. Comment vous passez de là à là? Exactement, pourquoi c'est pas ça, mais que c'est ça? C'est ça que le groupe en question, de Nice, a pensé, parce qu'il y a un article qui a été publié un petit peu avant en disant si on veut avoir une distribution comme ça, il faut partir d'un disque confiné au centre. Si vous avez un disque qui ne remplit pas tout l'espace, mais qui est confiné, ce que j'ai mis en marron ici, si vous le faites évoluer, exactement, ce sera quelque chose comme ça, c'est pas binaire. Si vous le faites évoluer, vous avez effectivement 4 planètes comme ça, parce que vous voyez que Mars est dans une position plus à l'extérieur et aura moins de masse. D'où l'idée, pourquoi est-ce qu'on est parti de ça? Puisque notre nébuleuse au démarrage n'était pas comme ça. Comment vous passez de là à là? Comment vous restreignez votre disque à une zone très confinée comme ça? Et c'est ça qu'il a proposé. L'idée, c'est que Jupiter se formait bien sûr à l'extérieur, mais qu'il a commencé à rentrer comme ça. Et en rentrant comme ça, il est arrivé jusqu'à peu près au niveau de l'orbite de Mars actuelle, mais qu'à ce moment-là, dans notre disque plus loin, il y a une autre planète qui était en train de se former, qui s'appelle Saturne. Elle était plus loin, il y avait moins de matériaux, donc ça a été plus tard. Et quand Jupiter s'est formé, l'essentiel de la cavité était vide, et donc elle a plongé dans le système interne par un autre type de migration, peu importe. Elle est arrivée ici dans une position, pareil, je mets des flèches comme ça, mais évidemment c'est symbolique, ça ne fait que... Elle est arrivée à une position où elle faisait 2 tours quand Jupiter en faisait 3. Ce qu'on appelle en physique de la résonance, c'est-à-dire systématiquement, régulièrement, les choses se trouvent dans la même position. Et chaque fois qu'il y a résonance en physique, il y a quelque chose qui augmente, ça peut être l'excentricité, l'amplitude, comme quand vous réglez votre radio, votre télévision sur une chaîne donnée, c'est-à-dire sur
votre récepteur et votre émetteur à la même fréquence, vous augmentez l'amplitude. Et ce qu'ont montré Henri Daly, c'est que, et c'est ça que je trouve incroyable, c'est que c'est le rapport de masse entre Jupiter et Saturne qui a décidé de la suite. Si Saturne avait été moins massif qu'il n'était, Saturne n'aurait pas pu empêcher Jupiter de continuer sa route. Le disque aurait continué à se vider et on ne serait pas là pour en parler. Si Saturne avait été plus massif qu'il n'est, les deux auraient continué leur route et ça aurait vidé la cavité pareil. Le rapport de masse de Jupiter et de Saturne, compte tenu de la configuration des tirs, a fait qu'ils sont partis vers l'extérieur, que la migration, au lieu d'être vers l'intérieur, est partie vers l'extérieur. C'est ça que le calcul a montré. Et on s'est retrouvé dans cette configuration-là, en laissant un disque qui était, pour l'essentiel, un disque confiné au centre, à l'intérieur duquel les 4 planètes sont formées comme ça. À nouveau, si je mets ça, ça manque de vérification encore, il va falloir qu'on vérifie, d'autres ont proposé d'autres modèles. C'est exemplaire de ce contraste qu'il peut y avoir entre un processus générique de la migration, qui en tant que tel est un processus qui se passe partout, et qui à chaque fois va prendre une forme particulière, et vous voyez à quel point la forme va imposer la suite. Si Saturne avait récupéré Jupiter à une autre position, il n'y aurait pas eu la même distribution en masse des planètes, et la Terre n'aurait pas eu les mêmes propriétés, voire n'aurait pas existé, etc. À nouveau, attention, je ne dis pas qu'il y a eu un grand dessin, que quelqu'un a fait que. Je dis dans la diversité des possibles, qui était très variée, on est sur l'un d'entre eux. Et on est sur l'un des chemins d'évolution possibles, et que la migration fait un des, et puis il y a beaucoup d'autres processus qui ont guidé cette évolution. Et je vais tout de suite en donner un deuxième, pour dire la chose suivante. Le truc, c'est qu'au bout d'un certain temps, il y a eu de l'eau, en tout cas à la surface de la Terre. On ne sait pas s'il y en a ailleurs, mais en tout cas sur Terre, il y a de l'eau. Et ça, c'est un vrai mystère, parce que vous voyez bien que si la Terre s'est formée à partir du matériau interne, eh bien, il était parfaitement anhydre, ce matériau. Et donc, on ne comprend pas pourquoi il y a de l'eau qui a pu arriver. À un moment donné, les gens ont pensé que toute l'eau qu'on boit, d'ailleurs que je vais boire, provient ce qu'ils appellent le vernis tardif, qui proviendrait du fait que plus tard, il y a des objets qui sont venus avec de l'eau. Ça ne tient pas la route pour un certain nombre de raisons, dont l'une, c'est qu'une grande partie de notre eau n'est pas à la surface, mais dans le manteau terrestre. Je reviendrai là-dessus. Et donc, il faut expliquer pourquoi il y avait de l'eau là-dedans. Et l'idée, c'est justement lié aux impacts géants dont je vais parler maintenant. C'est que la seule possibilité pour faire venir de l'eau dans le système interne, c'est qu'il vient du système externe, où là, il y avait de la glace. Et donc, c'est des grains avec de la glace qui sont arrivés, des bouts de comètes, en fait, qui, probablement s'arrêtant à un moment donné sur les astéroïdes, puisqu'on a repeuplé, ensuite est venu dans le système interne. Et donc, vous voyez que ce que je schématise ici, c'est que pendant la croissance des objets planétaires, qu'en même temps, l'essentiel du matériau vient de l'intérieur, il y a aussi des comètes qui sont venues vers l'extérieur. Et en venant de l'extérieur, eh bien, elles ont rempli la masse de ces objets avec de la glace, et pas seulement, aussi avec des composés carbonés. Mais bien sûr, ça n'explique pas ça, parce que comment, à partir d'objets qui étaient à l'intérieur remplis d'eau et de composés carbonés, vous avez fabriqué une Terre avec de l'eau liquide, et peut-être d'ailleurs Mars qui avait aussi peut-être de l'eau liquide au démarrage. Et donc la question, c'est comment vous avez fabriqué ça? Et c'est là que l'impact géant arrive, et je trouve ça, en tout cas c'est une proposition que j'aime bien faire, qui est la chose suivante. On sait qu'après cette phase de migration, il y avait quelques dizaines de protoplanètes dans le système solaire interne, des objets de grande dimension, mais dans le système solaire interne, très turbulent, il y a eu des chocs multiples. Et comme c'était des chocs entre gros objets, on appelle ça des impacts géants. Et ces impacts géants, s'ils étaient un peu frontaux, ils ont détruit les objets. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de planètes à la finale. On n'en a que 4. On sait maintenant, avec un assez gros degré de certitude, en tout cas une grande probabilité, que la Terre, et probablement les autres objets planétaires qui nous restent, ont subi des impacts comme ça. La Terre a subi un impact avec un objet dont la taille était probablement, ou la masse était probablement supérieure au dixième de sa propre masse, c'est-à-dire plus gros que Mars aujourd'hui. On le sait en particulier parce qu'il a fallu expliquer, mais là, je n'ai pas le temps parce que l'heure tourne quand même, que la Lune existe. Et en fait, pour que la Lune existe, il faut expliquer qu'à un moment donné, la Terre a subi l'impact d'un objet comme ça. Eh bien, c'est les caractéristiques de cet impact qui ont complètement ensuite conditionné l'évolution, non seulement de la Terre, mais de la Terre et du système qu'il va former avec la Lune précisément. Si la géométrie et le rapport de masse avaient été tels qu'ils soient frontales, la Terre aurait été détruite tout simplement comme les autres objets. Ça avait été très rasant, on ne serait pas là non plus parce que l'essentiel des éjectats aurait quitté la Terre avec une vitesse suffisante pour être éjecté. Il se trouve que la caractéristique de cet impact a fait qu'une grande partie des couches extérieures de la Terre ont été éjectées dans un disque qui est resté en orbite autour de la Terre. Et on a retrouvé dans ce disque à la fois les couches extérieures de la Terre, plus probablement la quasi-totalité du matériau impactant. Et c'est dans ce disque-là que la Lune s'est réaccrétée. Et comme vous le savez, ça a eu énormément
d'effets. J'en donne ici quelques-uns. Pour la Lune, je reviendrai là-dessus, on connaît l'effet, c'est Jacques Lascar qui a montré que la Lune a eu un effet gravitationnel très important en stabilisant l'obliquité, l'angle que fait l'axe de rotation de la Terre par rapport au plan d'écliptique, à cet angle de 23 degrés, à 1 degré près sur plusieurs milliards d'années. Sans la Lune telle qu'elle est, c'est-à-dire avec la masse qu'elle a, à la position où elle est, l'obliquité aurait changé, comme ça se passe pour tous les autres objets planétaires. Sur Mars, ça gigote avec une constante, avec une pseudo-période, on va dire, de l'ordre du million d'années. Donc des millions d'années, ça aurait suffi, imaginez un petit peu que de temps en temps, les pôles soient dans la direction du Soleil, les océans n'auraient pas tenu très longtemps. Et donc la pérennité du climat terrestre, on le doit, entre autres, à un des effets particulièrement importants de la Lune, qui a été décrit par Jacques Lascar en 1993. Mais il y a plein d'autres effets. Un des effets, c'est que la Terre est montée à très haute température, ça donnait un océan de magma complet. Et tout d'un coup, les gens se disent, mais un océan de magma, il y avait de l'eau là-dedans. Que fait l'eau en présence d'un magma? Et l'intuition dit, ça a été chassé. C'est exactement le contraire. L'eau a été retenue par le magma. Et c'est quand le magma s'est refroidi qu'une partie de l'eau est arrivée à la surface et a trouvé à la surface des conditions de pression et de température, après ce qui avait été éjecté par l'impact d'ailleurs, qui était au-dessus de ce que les physiciens appellent le point triple, au-dessus du point critique. Bref, l'eau était stable à l'état liquide. Et les océans terrestres se sont formés à ce moment-là, il y a peut-être 4,4 milliards d'années. Et donc on peut penser d'ailleurs, je vais terminer là-dessus dans quelques instants, parce que je crois qu'il faut que j'aille vite là, sur le fait qu'effectivement, il n'y a aucune raison de penser que la vie n'est pas, comme on dit, apparue exactement à ce moment-là, et non pas il y a 3,7, mais 4,3, 4,4 milliards d'années, parce que l'eau était stable, et qu'on a pu montrer que rien de ce qui s'est passé après sur Terre n'a enlevé plus que 15 à 20% au maximum de l'eau terrestre, même pendant cette phase de grand bombardement qui a cratérisé tout ça. Donc nos océans sont stables depuis leur formation, par des conditions atmosphériques et surtout par les caractéristiques très particulières de cet impact qui a façonné l'évolution de la Terre après. Mais toute l'eau n'est pas arrivée sur Terre. Une grande partie de l'eau, peut-être 10 fois plus, c'est resté dans les couches extérieures de la Terre, et donc a hydraté le matériau, et beaucoup d'entre vous le savent, que le degré d'hydratation du magma est responsable de la tectonique des plaques telle qu'on l'a vu. Pourquoi on a 10 grandes plaques sur Terre et non pas une ou 1000? C'est la manière dont, c'est une suite, c'est de mon point de vue, une conséquence directe de ce que cet impact a fabriqué, qui a permis à l'eau d'être stockée puis remonter à la surface. Sur Mars, qui probablement a eu un impact aussi, je n'ai pas le temps d'en parler, mais beaucoup plus rasant. D'abord, les lunes sont toutes petites, il n'y a eu jamais d'effet stabilisateur. L'obliquité martienne change en permanence. On a pu montrer qu'il y a 2 millions d'années, les pôles, la glace des pôles s'était sublimée, s'est recondensée près de l'équateur, etc. Et on en a retrouvé la trace. Donc des évolutions très rapides. Pas de lune stabilisatrice à cause de ça. Pas d'océan magma global, et c'est ça qui fait que toute l'eau qui est arrivée sur Mars pendant la phase d'accrétion, elle y est probablement encore, mais très profondément, elle n'en sortira jamais. C'est ça qui fait que Mars a eu très peu d'eau probablement à sa surface, parce que l'essentiel, tout ce qui était en surface, probablement a échappé après, parce qu'il y a eu un phénomène d'échappement, mais peut-être que l'essentiel est toujours bloqué très profondément, et n'a jamais eu des conditions de refroidissement d'un magma qui auraient permis que ça remonte. Bref, vous voyez beaucoup d'effets, et à nouveau, les propriétés de l'évolution sont directement liées à ce genre de choses. Donc, très contraint par ce que j'appelle la contingence, c'est-à-dire les caractéristiques très particulières de cet impact-là. Ça, c'était pour illustrer ça. Donc, vous voyez, très rapidement, j'ai voulu montrer deux processus qui, encore une fois, sont génériques en tant que tels. Des impacts, il y en a partout, de la migration, il y en a partout, mais qui, à chaque fois, vont prendre une forme particulière qui va dicter l'évolution après. Et l'évolution ne fait que ça. Alors, l'unicité de la Terre comme produit du contingent, c'est ce que je voulais vous montrer. Et maintenant, on arrive à la dernière question. Quid de la vie là-dessus? Est-ce que la vie est générique ou est-ce qu'elle n'est pas elle aussi produit du contingent? Je vais le dire vraiment rapidement parce que l'heure tourne, mais je vais arriver aux dernières images qui vont me dire ce que je pense de plus important quelque part par rapport à ça. Et je pense qu'une grande partie de cette contingence, on la doit justement à Rosetta et Philae. Et on va voir que ça bouscule le concept du vivant jusqu'à poser la question de savoir si ça a un sens de parler du vivant hors de la Terre. Et je sais que ça peut paraître un peu hérétique de dire ça, mais je crois que ça vaut la peine d'y réfléchir. Vous avez ici l'image que je vous montrais tout à l'heure, qui est une image qu'on a fait une fois qu'on a réussi finalement à se poser. En 2 mots, qu'est-ce que Rosetta et Philae nous ont montré? D'abord que les comètes, en tout cas celle-là, ne correspondent pas à l'idée qu'on se faisait d'une comète. Pour tout le monde, une comète, c'était un énorme bloc de glace. La preuve, c'est quand ça passe près de l'étoile, ça sublime et ça fait ce que l'on voit. En fait, ça serait de la glace avec des composés organiques qui assombrissent, parce qu'on sait que c'est très sombre. Très vraisemblablement, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'il y a très peu de glace dans cette comète, peut-être 15%, 20%, pas plus.
et que l'essentiel, tout ce que vous voyez ici, alors c'est trompeur une image comme ça parce qu'on a la capacité de dilater l'échelle pour que vous voyez quelque chose, donc il y a des régions claires, mais si je ne dilatais pas, c'est noir comme du charbon, c'est plus noir que tout ce qui est noir autour de vous. Il n'y a pas d'objet aussi sombre, ou très peu d'objets aussi sombres. C'est que de la matière carbonée pratiquement que vous voyez là. La majorité de ce que vous voyez là, ce sont des grains, parce que certains des grains font plusieurs millimètres, qui sont des structures à base de carbone, qui sont des macromolécules organiques. On a montré beaucoup de choses. Notre grande frustration, c'est qu'à cause des rebonds, à cause du fait on s'est finalement foutu dans un endroit où on manquait de soleil, on n'a pas pu recommencer les expériences, dont certaines qui auraient été quelque part fondamentales et qu'on va être obligé de faire avec d'autres missions, et que je n'aurai pas le temps de vous le dire, mais c'est les missions qu'on fait actuellement pour essayer de prolonger ce qu'on a commencé à faire avec Philae. Mais la chose importante, c'est que les comètes sont faits essentiellement de ces grains carbonés, et c'est eux qui ont servi de ciment, de matrice dans lesquelles il y a à la fois des grains minéraux et de la glace. Il y a bien sûr de la glace, et c'est vrai que quand ça passe près de l'étoile, cette glace se vaporise et éjecte tous les grains, et quand vous voyez les jets d'une comète, les jets, ce n'est pas du gaz, c'est les grains qui réfléchissent la lumière solaire. Donc effectivement, cette glace se vaporise, mais en fait, elle est très peu. Et cette matière carbonée a toute raison d'être primordiale, parce que ce n'est pas la rotation ou la circulation de la comète dans la cavité solaire qui synthétise ça, c'est dans la masse. Et comme à chaque fois qu'elle passe, il y a plusieurs mètres qui partent, la surface que vous avez, c'est une surface qui était à l'intérieur le coup d'avant, 5-6 ans avant, ou 10 ans avant, ou 50 ans avant. Donc c'est vraiment dans la masse du matériau que vous avez ça. Donc ce sont des molécules qui sont faites. Alors, de quoi c'est fait ? Pour donner d'abord cette idée que la glace est piégée dans la matière organique, j'ai fabriqué ce nom que j'appelle, vous savez, la matière organique en anglais c'est organics. Et donc vous mettez un E, ça fait organize, et vous avez la glace qui est piégée dans les organiques, pour bien donner cette idée-là. Vous avez des petits grains de glace que vous voyez comme ça. Vous savez qu'on a rebondi. Pourquoi on a rebondi ? Parce qu'il y a une croûte qui s'est faite à l'extérieur, simplement par la pression probablement de Philae. Et cette croûte, elle est importante parce qu'elle veut dire que quand vous avez un objet comme ça qui est rentré dans l'atmosphère d'une Terre primitive, eh bien effectivement, elle s'est auto-protégée par cette croûte, comme une météorite qui rentre, parce que sinon c'est un matériau tellement peu dense, c'est la barbe à papa, qui serait disparu dans l'atmosphère avant d'arriver jusqu'au sol. Cette croûte a probablement permis que ce qu'il y a à l'intérieur, ces fameux organites là, ben, ils arrivent jusqu'aux océans ou à l'eau stable à la surface de la Terre dont j'ai parlé il y a un instant. Et donc, de quoi c'est fait ? Et je vous ai dit, c'était notre frustration, on n'a pas pu aller jusqu'au bout de l'analyse de ce matériau. Moi, quelque part, on est convaincu, mais ça ne veut rien dire, on va faire les expériences pour... qu'à l'intérieur de ça, il y a le mélange moléculaire suffisant pour faire tout ce qui va suivre après, c'est-à-dire ce qu'on appelle, entre guillemets, l'émergence de la vie. Et que cette chimie-là, c'est une chimie très particulière, à la manière très particulière que notre nuage a eu de s'effondrer. Il ne faut pas penser, c'est le problème d'unification dont je parlais tout à l'heure, les gens aiment bien dire, on voit dans le milieu interstellaire des nuages, partout c'est la même chose. Non. Le démarrage, bien sûr, le carbone va donner CO, CO2 et H2CO, c'est vrai. Mais les grains que l'on voit là ont été faits probablement, à nouveau, c'est plus une hypothèse qu'autre chose, dans un processus, dans une succession de processus qui va être très imprimé par la forme très particulière de, par exemple, le moment où le Soleil s'est formé, eh bien, il a irradié d'une manière très particulière certaines des molécules qui étaient faites. Et on a pu montrer par simulation au laboratoire, entre autres avec le rayonnement synchrotron, que c'est cette irradiation-là qui va faire des excès de chiralité, pour ceux qui savent ce que c'est que la chiralité, la capacité pour ces molécules-là de polariser la lumière dans un sens plutôt que dans l'autre, qui a conduit après le vivant à être ce qu'il est, c'est-à-dire homochiral. Vous savez, tout le vivant sur Terre fait tourner la lumière dans le même sens, vers la gauche, les acides aminés, droite pour les sucres, et on a montré que ces excès-là ont pu être faits d'une manière très particulière par le soleil naissant sur certaines molécules très particulières. Donc tout ce qui ensuite va suivre peut déjà être imprimé là-dedans. Et donc ce matériau-là, il a été fait là. Mais tout ça, ça s'est fait par énormément de contingences particulières. Je viens de vous parler d'une première contingence qui est celle de l'effondrement du nuage, et ensuite, ces composés-là, ces structures-là vont tomber dans l'eau sur Terre. Mais ce n'est pas l'eau en soi qui est habitable. Si vous mettez un poisson dans un aquarium, il crève. C'est tout ce que vous mettez dans l'eau qui fait qu'éventuellement il va survivre. Et cette idée que l'eau est habitable, à mon avis, est fondamentalement... Enfin, il faut faire attention. L'eau, c'est comme le rayonnement ultraviolet. Il en faut un peu, mais pas trop. Si vous mettez de la viande dans de l'eau, au bout d'un moment, c'est plus de la viande ce que vous avez. Et donc, il faut se protéger contre l'eau. Et donc, la première chose que ces organismes-là, enfin, c'est pas ces organismes, ces structures carbonées ont dû faire, mais peut-être à l'échelle de l'heure, et non pas du million d'années, c'est de fabriquer des membranes qui ont pu, par la pression osmotique,
limiter la quantité d'eau qui est rentrée dedans et fabriquer des gradients qui ont pu ensuite, à l'évolution chimique, de continuer vers ce qu'on a vu être des structures vivantes. Donc c'est ça qui va caractériser l'habitabilité de la Terre. La Terre avait non pas de l'eau, mais de l'eau à une certaine température, une certaine acidité, avec certains cations, certains, etc., que l'on retrouve, d'ailleurs ces cations, on les retrouve dans tous les organismes vivants avec la même proportion. Donc ça reflète les conditions qui étaient ceux de l'eau de la Terre au moment où ça s'est tombé. Et cette habitabilité, j'ai dû le mettre dans un coin, il est important, je pense, de réaliser que la Terre a été habitable une fois, c'est sûr, mais elle a peut-être été qu'une fois. Moi, je ne parierais pas qu'aujourd'hui la Terre est habitable. Il y a 20 000 tonnes de comètes qui tombent par an sur la Terre, vous avez vu beaucoup de bactéries qui sortent de l'eau actuellement. Probablement, l'eau aujourd'hui ne permettrait pas de faire ce qu'elle a permis de faire il y a 4,4 milliards d'années, c'est-à-dire la fabrication de ces membranes et une évolution à l'intérieur qui va prendre ce matériau-là pour en faire progressivement des structures. Et donc, il ne faut pas oublier que la vie sur Terre n'est jamais morte. La vie, si elle avait disparu, peut-être qu'elle ne serait jamais repartie. On n'en sait rien, bien sûr. Mais je veux dire, la vie, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'elle est apparue une fois, et beaucoup de biologistes avec qui on travaille sur ces questions-là. Gouillon, par exemple, il propose que le code génétique est né au démarrage. Après, d'espèce en espèce qui, elles, naissent et meurent, les espèces meurent, mais le code, lui, il se propage, cette sorte-là. Et donc, vous voyez cette double contingence qui était tout à fait fondamentale pour expliquer ça. Chiralité comprise, c'est ça qui a donné. Donc, je vais très vite pour dire la chose suivante. Il faut de l'eau, mais pas trop, d'où l'idée des membranes. Il n'y a pas d'émergence, et c'est ça que je veux en 2 minutes terminer. Il y a une chose, moi, que je ne supporte quasiment plus maintenant, c'est cette idée d'émergence du vivant à partir de l'inerte. Or, on a tous grandi avec cette idée qu'il y a de l'inerte et du vivant, qu'il y a une différence entre une pierre et un arbre. Jusqu'au jour où les gens se mettent autour d'une table pour dire c'est quoi la différence entre une pierre et un arbre, et plus on va là-dedans, plus on s'aperçoit que le concept même de ce qu'on appelle le vivant doit être un petit peu chatouillé pour ne pas dire plus. Il n'y a pas d'émergence, c'est ce que je mets ici, c'est quasiment créationniste ou bien pré-Pasteur. Quand on se souvient ce que Pasteur a dû faire comme effort pour démontrer qu'avant la maladie, il y avait des germes quand même, que ça n'est pas de rien. Et je pense que pour la vie, c'est pareil, ça ne n'est pas de rien. Et donc, cette idée d'un saut tout d'un coup, qui ferait du vivant à partir de non-vivant, comme s'il y avait des propriétés émergentes ou des propriétés du vivant, je pense que ce n'est pas juste. Il y a une évolution continue, qui est une évolution qui passe par de la contingence, qui passe par l'évolution du milieu interstellaire, jusqu'à l'évolution du nuage qui a donné naissance à ce que l'on a vu avec Rosetta et Philae, puis ensuite qui a plongé dans une autre contingence qui est celle de l'eau qui sur Terre est arrivée elle-même par une contingence, on l'a vu tout à l'heure avec les impacts et tout, qui a donné naissance à un moment donné par le lessivage des continents, s'il y en avait, ou de ce qui remplace les continents, à certains cations, certaines réactions d'autosélection catalytique ont pu se faire grâce à tout ça, qui ont conduit à la formation de membranes et tout ça. Donc c'est tout ça qui a donné naissance à ce que nous sommes devenus. Pour moi, il n'y a pas de principe de vie. Les gens nous demandent souvent est-ce que la vie ne peut pas être sous d'autres formes ailleurs. Ça voudrait dire qu'il y a quelque chose qu'on va reconnaître comme un principe de vie qui peut prendre des formes différentes. Mais qu'est-ce qui vous permet de... Il y a bien sûr des évolutions différentes. Mars a évolué différemment que la Terre, les autres systèmes ont évolué. La chimie va bien sûr prendre des chemins d'évolution différents d'un endroit à l'autre. Rien ne nous permet de dire qu'il faut le qualifier de vivant, cette chose-là. Il y a des évolutions vivantes, il y a des évolutions chimiques, et il y a un continuum de ces évolutions. Et donc, pour l'émergence de la vie, comme pour le reste, la contingence est ce qu'il y a de plus important. Donc, juste pour terminer, on a une évolution comme ça, que je disais tout à l'heure, du Big Bang aux molécules organiques. Et là, ce que je viens de vous dire, c'est que le vivant est une des possibilités d'évolution à partir de cette chimie organique qui peut donner à nouveau une grande variété. Mais en fait, cette figure-là, à mon avis, comme je l'ai fait entendre tout à l'heure, c'est probablement pas la plus vraisemblable. D'abord, il y a une infinité de possibles. Le vivant n'est que l'un d'entre eux. Et la contingence est bien sûr fondamentale. Mais la contingence n'est pas liée qu'au vivant. On est trop habitué maintenant, et pour une bonne raison, à penser la contingence dans le cadre que Darwin nous a offert, en disant pour le vivant, il y a une adaptation progressive, vous connaissez ça, les règles de sélection, le hasard et tout ça. Très bien. Mais je pense que ce que l'on voit avec l'évolution chimique vers le vivant, que ces mêmes procédés et ces mêmes principes devraient être appliqués à toutes les étapes. Non seulement à l'étape de la vie, mais à toutes les étapes. À toutes les étapes, il y a une infinité de possibles. Et à un moment donné, le système va en choisir un ou plusieurs en fonction de ce que j'appelle la contingence, qui est l'adaptation au milieu tel qu'il est. Et c'est probablement vrai partout, et qu'il faut maintenant pousser, je crois, les règles de sélection darwinienne au-delà de simplement l'apparition des structures vivantes, parce que ça voudrait dire que les structures vivantes ont un domaine réservé à part, un domaine de loi et d'évolution qui lui serait propre,
qui échapperaient aux lois de la physique et de la chimie et qui seraient gérées par des lois différentes. Je pense qu'il y a un continuum de l'évolution, mais qu'à chaque étape de l'évolution, la diversité des possibles fait qu'on est sur l'un d'entre eux. Mais vous voyez que si vous extrapolez tout ça, vous posez la question de savoir si c'est un sens de penser qu'ailleurs dans notre système ou ailleurs dans un autre système, on va retrouver la même chose. Donc je vais m'arrêter là en vous disant que ce que je pensais dire que je n'ai pas dit, c'est que tout ça maintenant, il faut le valider. C'est-à-dire que ça n'a pas de sens de proposer ça si on ne pense pas à des moyens de valider ces idées. Et donc on est en train de concevoir les expériences qui vont être mises à poste pour faire ce genre de choses. Et ce qu'il y avait dans le titre de tout à l'heure, Hayabusa, ExoMars et MMX, dont je n'ai pas le temps de parler, mais c'est pas grave, on se reverra. On se reverra pas, mais vous direz. C'est exactement ça. Hayabusa, c'est un retour d'échantillon d'un astéroïde carboné, où on va essayer de récupérer, la prise d'échantillon a été faite il y a quelques semaines, on va essayer de récupérer l'échantillon pour voir à l'intérieur de ces molécules si on peut saisir ce qu'on n'a pas pu faire avec Philae, certaines des propriétés de cette matière carbonée, et de voir si cette matière carbonée a un certain nombre de propriétés que j'ai évoquées ici, qui seraient les propriétés du matériau d'origine, avant même. Bon. ExoMars, c'est une mission qui, si tout va bien, tout va pas très bien, mais enfin si tout va bien, soyons optimistes en tout cas, on le saura dans quelques semaines, doit partir en juillet de l'année prochaine pour aller poser à la surface de Mars par l'Agence spatiale européenne un rover qui aura la capacité de récupérer des échantillons à la surface et même dans la sous-surface pour les analyser dans un laboratoire auquel nous contribuons pour savoir s'il a pu y avoir, très tôt dans l'histoire de Mars, une évolution dont on pourrait expliquer pourquoi elle a cessé à un moment donné, mais qui aurait pu être similaire à ce qui s'est passé sur Terre il y a 4,4 milliards d'années. Mars, juste une phrase, a cette capacité d'avoir retenu, préservé des terrains qui ont préservé eux-mêmes les conditions qui existaient sur Terre, partout dans le système solaire, peu de temps après la formation du système solaire, qui a été abandonné partout ailleurs, parce que le grand bombardement a mis ça à zéro. Mars a préservé ces terrains-là, et les 3 missions, parce qu'il y a 3 missions qui vont partir l'année prochaine, une américaine, une européenne et une chinoise, vont aller précisément dans les terrains qu'on a identifiés comme ayant préservé ces conditions. Et la 3e mission dont je vous ai parlé, MMX, c'est une mission qu'on monte avec les Japonais actuellement pour aller sur Phobos, qui est la plus grande des 2 lunes de Mars, avec cette seule idée, en fait, de dire, dans le système solaire, on commence à comprendre comment l'impact géant a été majeur pour l'évolution de la Terre, mais pour comprendre la sensibilité du système aux propriétés de cet impact, ça serait bien d'en avoir d'autres. Eh bien, il n'est pas exclu que Phobos et Deimos soient aussi les résultats d'un impact géant, mais différent de celui qui a donné naissance à notre Lune, parce qu'ils sont plus petits, une géométrie différente. Et il se trouve que par Phobos et Deimos, on peut dater, parce qu'ils ont très peu évolué, ils sont assez petits, le moment où l'impact a eu lieu, les caractéristiques de cet impact, et jauger, comme je vous le dis, la sensibilité de l'évolution aux paramètres de ces impacts, comme 2e cas possible, qui nous permettra d'extrapoler ce que l'on voit sur Terre pour savoir si la Terre est ou n'est pas unique. Merci Jean-Pierre. Je trouve ton exposé remarquable est très provocateur, parce qu'effectivement, ça bouscule pas mal d'idées reçues. Parce que je me souviens qu'au XIXe siècle, les scientifiques se sont émerveillés par le fait que l'univers avait l'air, les conditions que l'on connaît sur Terre avaient l'air d'être reproduites partout dans l'univers, toutes les étoiles se ressemblent, on a l'impression que la nature a tendance à oublier, à dire toujours la même chose. Et là, tu nous dis qu'à une autre échelle, c'est tout à fait le contraire. Oui, je pense à nouveau que ça marche pas ça. On a toujours tendance à trouver que c'est partout la même chose, jusqu'au jour où on a les moyens d'aller voir réellement, et c'est la diversité des objets. Et je pense que pour les étoiles, c'est la même chose, même si c'est à un autre degré, on va s'apercevoir que des propriétés dites génériques des étoiles font varier énormément de choses de l'une à l'autre, et en particulier la capacité, par exemple, pour une étoile d'irradier différemment le milieu qui l'entoure et fabriquer des composés qui vont avoir des structures, par exemple organiques différentes. Je crois que c'est une propriété stellaire qu'on est très loin encore d'avoir abordée. Bon, je ne vais pas monopoliser la parole, je suis là pour ça. Je vais demander si vous avez des questions dans la salle. Alors, vous êtes là à peu près, mais je demande après. ExoMars, qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 ExoMars, il y en a un qui est en orbite autour de Mars et qui marche très très bien, qui s'appelle TGO, et qui tourne autour de Mars et qui fait des découvertes remarquables. Et je ne vais pas déflorer une découverte qui va être annoncée la semaine prochaine. Il y a une publication qui va sortir la semaine prochaine, mais qui vous dira ce que TGO a vu concernant le méthane sur Mars. Et c'est
c'est une grande nouvelle qui sera annoncée la semaine prochaine, mais comme elle sera annoncée qu'il y a embargo, je ne vais pas me permettre de le faire aujourd'hui. Mais la deuxième phase d'ExoMars va être envoyée encore une fois en juillet de l'année prochaine pour poser le rover. C'est une mission compliquée parce que poser un rover à la surface de Mars, il y a que les Américains qui ont réussi pour l'instant. L'Europe essaie de le faire. Avant, ça devait se faire avec les États-Unis, qui ont abandonné avec nous. Ils le font tout seuls. Et donc, il a fallu trouver un autre partenaire. On fait ça avec les Russes, qui travaillent comme d'une manière acharnée, mais c'est compliqué quand on ne sait pas faire. Il y a 2 tonnes à poser à la surface de Mars. Et on n'est pas sûr que ça soit prêt encore pour l'année prochaine. On l'espère. C'est à la fin du mois d'avril que l'ESA va annoncer le niveau de préparation tel qu'ils le sentent et vont proposer à la réunion ministérielle, parce que vous savez que l'ESA n'est qu'un exécutif qui fait ce que les ministres européens décident. Les ministres se réunissent tous les 3-4 ans. La prochaine fois, c'est à la fin de cette année, et c'est là que la décision sera prise pour ExoMars. Si tout va bien, juillet prochain, ExoMars part. Il se pose le 19 mars 2021, et pendant 9 mois, on va explorer une zone dans laquelle on pense trouver, dans des argiles qui ont vécu une histoire d'eau très ancienne, peut-être des composés organiques. Oui ? Du coup, bonjour. Tout d'abord, merci pour cet exposé. Donc, une petite question sur quelque chose que vous avez dit un peu, beaucoup plus tôt en fait, sur le lien entre la vie et l'eau. Donc, en fait, c'est une question qui m'a posé problème pendant super longtemps et pour laquelle j'ai toujours pas de réponse en fait claire. Donc, c'est vrai que j'ai fait des recherches, peut-être pas énormément, mais j'ai fait pas mal. Je n'ai pas forcément trouvé de réponse à ce sujet-là. Je suis content que vous disiez que vous n'aimiez pas justement ce lien qui était souvent fait entre l'eau et la vie. Alors à nouveau, le lien a été postulé bien avant que des scientifiques avaient proposé des réponses. Il y a longtemps quand même qu'on connaît la structure atomique de l'eau, et c'est vrai que la structure atomique de l'eau, avec le barycentre des charges positives et négatives qui n'est pas au même endroit, fait qu'il y a une polarisation de la molécule qui aide à expliquer un certain nombre de choses. Dans l'eau, toute molécule que vous mettez finit par être ionisée. Le gaz carbonique, le CO2, une fois qu'il est dans l'eau, il donne HCO3 et HCO3-. Et dès que CO3- se récupère un cation, le calcium au hasard, ça fait du carbonate. Tous les carbonates que vous voyez sur Terre, c'est le résultat de cela. Donc l'eau, de ce point de vue-là, est connue pour tel. En quoi est-ce qu'il est utile au vivant? Ça n'explique pas le vivant, ce que je viens de dire. Il y a plusieurs raisons derrière, mais l'une d'entre elles qui est souvent sous-estimée, c'est le fait que, pourtant on sait bien, il suffit d'avoir plongé une fois pour savoir que la lumière pénètre mal dans l'eau. Et donc l'eau est un merveilleux filtre contre le rayonnement ionisant et surtout le rayonnement ultraviolet du soleil. Le rayonnement ultraviolet du soleil, on le sait bien, il faut s'en protéger. Dès qu'on monte en altitude, pour nous, il faut s'en protéger, mais à l'époque, notre atmosphère n'était pas riche d'oxygène moléculaire, c'était qu'une atmosphère de CO2 qui probablement ne filtrait pas le CO2. Et donc, l'eau servait d'agent filtrant. Et c'est pour ça que la vie a démarré non pas sur Terre, mais dans l'eau. Et elle y est restée 2 milliards d'années, parce que c'est vraisemblablement le plancton superficiel, dans le premier mètre ou les premiers mètres, qui, absorbant la petite fraction de UV qui rentrait là, utilisait ça pour récupérer le gaz carbonique qui se précipitait. À partir du gaz carbonique, fabriquer des sucres, et on sait bien que ce qu'on appelle la photosynthèse, c'est-à-dire la fabrication de sucre et donc d'énergie à partir du gaz carbonique, rejette de l'oxygène moléculaire. Et il y a eu 2 milliards d'années de rejection d'oxygène moléculaire qui ont construit notre propre atmosphère, au bout duquel il y a eu suffisamment d'oxygène moléculaire dans l'atmosphère pour que cet oxygène, réagissant avec le rayonnement ultraviolet du Soleil, fabrique le fameux ozone qui a bloqué tout le rayonnement ultraviolet à une altitude suffisamment grande pour que la vie puisse sortir de l'eau pour aller sur les continents. Donc ça, c'est un effet bien sûr très important, mais il n'y a pas si longtemps que ça, les gens l'ont réalisé. Et je peux juste finir ma question, parce que du coup c'est une... c'est à moitié. Du coup, ma question c'était, est-ce que dans le monde de la recherche, ou est-ce qu'il y a eu des documents qui ont proposé d'autres éléments qui auraient pu permettre aussi l'émergence de vie? Et comme vous disiez à la fin, je pense que la vie, c'est pas juste l'inerte et le vivant. Est-ce qu'on a imaginé d'autres formes de choses qu'on pourrait appeler vivants qui n'auraient pas besoin d'eau? Alors, est-ce qu'on a imaginé? J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui ont imaginé. C'est pas ça la question. La question, est, telle que je la vois, elle est de 2 niveaux. D'abord, est-ce que, pendant très longtemps, nous posait la question, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une forme de vie différente, soit sans eau, soit sans carbone, avec du silicium, etc. Et la réponse, je pense, est relativement simple. Si on change l'environnement, si on change les liquides, etc., tu vas avoir un autre type d'évolution.
Ce que tu vas avoir comme autre type d'évolution, tu auras éventuellement d'autres acides nucléiques ou d'autres acides aminés ou d'autres ceci et cela. Bien sûr, je ne dis pas que seul notre propre environnement a favorisé une évolution chimique. Je pense que partout, on peut avoir des évolutions chimiques qui peuvent être, par exemple, des constructions d'édifices que de silicium. Ce qu'on appelle une planète, c'est ça. Et quand tu regardes comment, à partir de silicium, on fabrique des objets planétaires, c'est aussi extraordinairement contingent en fonction de la température, etc. Tu vas mettre un peu plus de ceci, un peu plus de cela. Le SiO2 va pouvoir se mettre avec du fer plutôt qu'autre chose en fonction de la température. On a la diversité de tous les minéraux qu'on peut avoir aussi. C'est une forme d'évolution, mais on ne va pas s'amuser, enfin on peut, mais ça ne veut pas dire grand-chose, de dire que tous les objets planétaires sont des objets de vie. C'est des objets qui ont aussi procédé à des évolutions qui sont très contingentes, qui dépendent aussi des effets de surface. Il y a des dislocations qui sont aussi des effets de défaut, au même titre que, je dirais, il y a des défauts dans la chaîne d'évolution du vivant. Donc, on peut faire des analogies, mais il n'y a aucune raison que cette analogie aille au-delà de tout ça. Parce qu'on a dans la tête que l'évolution à partir du premier ancêtre, Lucas, qui donne la diversité de ce qu'on appelle les structures vivantes sur Terre, qu'on peut suivre quasiment dans cette chaîne d'évolution, elle suit réellement une adaptation à des conditions qui ont évolué sur Terre au cours du temps. Elle a suivi cette propre évolution et qu'on aurait une autre évolution que l'évolution que la Terre a connue. On aurait une autre évolution de ce qu'on appelle le vivant. Alors, ce qui me semble intéressant, c'est que tu parles tout le temps de contingence, mais jamais de convergence. Moi, j'ai lu plusieurs fois que la vie était produite de choses. Convergence, parce que si les conditions, les mêmes conditions produisent les mêmes effets, c'est ce qu'on vérifie en laboratoire, et effectivement, l'évolution dépend des contingences. Un des exemples toujours pris, c'est le cas des dinosaures. Les dinosaures ont disparu parce qu'il y a eu une météorite, enfin d'astéroïdes, sinon on ne serait pas là. Bon. Donc, quand même, si. Alors, oui, la convergence maintenant. La convergence existe partout ailleurs. Si la convergence existe, si la convergence réunit à peu près les mêmes conditions, la vie va apparaître. Après, l'évolution peut être n'importe quoi. Mais tout est dans à peu près les mêmes conditions. Justement, ce que j'ai essayé de montrer. Si tu mets à peu près les mêmes molécules, tu auras les mêmes résultats en général. Bon, ça m'embête un peu que tu dis ça parce que c'est à peu près le contraire de tout ce que j'ai essayé de dire ce soir. Oui, mais je le fais exprès. Mais on s'aime bien, on se reverra. Mais cette notion de convergence, je sais bien, les gens, on en discute souvent, elle est pour moi dans tout le débat qu'il y avait entre Lamarck et Darwin. Convergence veut dire il y a quand même une direction, il y a la flèche que j'ai mise exprès tout à l'heure pour la dénoncer, avec l'idée que quand même il faut aller quelque part. Donc on peut prendre des chemins différents parce qu'on va prendre des chemins différents, mais quelque part il faut retrouver le but. Il y a un but dans l'évolution. Je pense que c'est fondamentalement biaisé de dire ça. Je ne peux pas dire que c'est fondamentalement faux. Alors, les gens essayent de prendre toujours des exemples pour dire si la vie, si à un moment donné dans l'évolution la vie s'est arrêtée pour tel ou tel facteur, on va le retrouver après. Les yeux avec les bâtonnets de 3 couleurs, ça s'est arrêté puis c'est reparti. Je pense que c'est pas vrai. Si tu écoutes comme moi tous les matins à 11h Jean-Claude Amezen dans son émission incroyable et remarquable sur les épaules de Darwin, il prend exemple sur exemple pour montrer la clé de l'évolution sur un tas d'espèces différentes. Et tu verras dans les émissions de l'an dernier où il parlait des poulpes, il montre comment le poulpe reconnaît les couleurs alors que lui ne sait pas voir les couleurs. Et pourtant, quand il est sur une roche, il épouse les couleurs. Non, il ne faut pas penser qu'il y a un chemin d'évolution qui aboutit forcément à la même réalité et que surtout, ce chemin d'évolution va nécessairement à partir de là parce que le haut est mieux que le bas. C'est-à-dire que c'est plus complexe, c'est plus ceci, c'est plus... On peut toujours se trouver une gauge qui va justifier un chemin d'évolution donné pour dire c'était par là. Mais c'est vraiment le principe anthropique. Moi, je ne dis pas ça du tout. Hein. Je dis que... C'est pire. Non. Tu ne crois pas l'avoir dit. Je dis que l'existence même de la vie, ça peut être les algues, ça peut être n'importe quoi, ça peut être autre chose. Pas nécessairement qu'on arrive toujours qu'il y a effectivement une direction partout. C'est le contre. Je suis d'accord avec toi pour les contingences. Mais alors je ne vois pas ce que la convergence minimum, c'est ce que tu as appris d'ailleurs, parce que tu avais deux chemins. Tu avais contingence et de l'autre côté c'était généricité, ce qui est générique. Ouais. Ben ça, quand même, l'origine peut venir de là. C'est-à-dire qu'il faut des conditions minimales pour que la vie puisse apparaître quelque part, peut-être. Après, l'évolution est entièrement différente. Non, mais je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de vie sur Terre, on est là. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas eu de point de départ de cette évolution-là. Enfin, si je suis en train de le dire, c'est que le point de départ, il ne se retrouve pas il y a 3,7 milliards d'années, comme les gens veulent dire au moment de l'Archéen ou je ne sais pas quoi, où tout d'un coup, schlac, tu as, à partir de quelque chose, une molécule vivante qui est apparue, une structure vivante qui est apparue. Je dis, je pense plus sain de penser un continuum d'évolution, mais qui est une séquence d'évolution contingente, au sens où à chaque étape, plein de possibles existent, et c'est l'environnement qui va le décider.
C'est la succession ou c'est la richesse du milieu dans certains catalyseurs qui vont faire que les protéines ont pu faire une membrane de ce type à ce moment-là, avec la pression osmotique qui va bien. Il y aurait eu d'autres minéraux fabriqués dans ces océans terrestres, et bien, il y aurait une autre évolution chimique qui n'aurait pas donné un Daniel Cohn au bout de 4 milliards d'années. On s'en serait plaint, mais bon. Non, je pense que cette notion de convergence essaye de récupérer ce que Lamarck voulait dire, mais qu'il n'y a rien qui assoit cette notion-là. Mais il faudrait peut-être y réfléchir plus. Est-ce qu'il y a une dernière question? Et puis on va se séparer. Là-bas, t'as quelqu'un. Alors, j'ai lu quelque part que l'eau qui avait été trouvée sur Tchouri était différente de celle qui était sur Terre. Alors, je veux savoir pourquoi elle était différente. Oui. Bon, alors en 2 mots d'abord, pour expliquer la question. L'eau, c'est H2O. Et on sait bien que quand il y a de l'hydrogène, il y a un petit peu de deutérium aussi, beaucoup moins, parce qu'on peut expliquer que le rapport entre le deutérium et l'hydrogène, le deutérium étant l'hydrogène lourd, il est très peu abondant par rapport à l'hydrogène. On mesure le rapport entre l'hydrogène et le deutérium, en général dans l'eau de mer, et on a un certain rapport qui donne une certaine valeur. Et pour connaître l'origine de cette eau, pour connaître l'origine de l'eau, on se dit, il faudrait voir si dans les objets qui nous ont amené l'eau, il n'y a pas le même rapport entre le deutérium et l'hydrogène. Donc c'est ça le point de départ, et le point de départ de la question, c'est est-ce qu'on a mesuré ce rapport deutérium sur l'hydrogène sur cette comète? La réponse est oui. Est-ce qu'on a trouvé la même chose que dans les océans? Et la réponse est non. On a trouvé un rapport plus élevé dans la comète que dans les océans. Et les gens qui ont publié ce résultat, qui est un résultat très beau, fait avec un instrument remarquable, qui est un instrument Rosina sur la mission Rosetta, ont terminé, malheureusement je trouve, leur article par une phrase en disant « ça démontre que l'eau sur Terre ne vient pas des comètes ». Ça, c'est... Bon, on pourrait expliquer pourquoi, à un moment donné, il a fallu que Rosetta publie ce genre de choses, ce genre de phrases. Je pense que c'est profondément faux. Quel que soit le résultat qu'on aurait trouvé dans la comète, qu'il soit supérieur, égal ou inférieur au résultat terrestre, je pense qu'il aurait fallu dire la même chose, à savoir que ce n'est pas une comète qui a donné l'eau sur Terre, c'est un mélange de comètes. Or, il se trouve que le rapport deutérium sur hydrogène, je ne vais pas être long bien sûr, il dépend énormément de la température à laquelle le deutérium et l'hydrogène se mettent pour faire la molécule d'eau. Ça se fait à très basse température, quelques degrés Kelvin, et selon que tu es à 10, 15 ou 20 degrés Kelvin, le rapport d'essurage varie énormément, mais d'un facteur supérieur à 2 ou 3. Et dans le disque primordial, selon qu'on soit à 10, 20 ou 30 unités astronomiques du Soleil, plus près ou moins loin ou plus loin du plan, on va avoir une température différente et donc un rapport d'essurage très différent. La Terre a récupéré, pour ses océans, un mélange d'objets qui vient probablement de 10 à 30 ou 10 à 40 unités astronomiques. Tchouri, probablement, vu ce rapport-là, s'est formé à quelque chose comme 25 ou 30 unités astronomiques. Donc il avait un rapport d'essurage plus élevé que celui de la Terre. Si ça avait été plus près, on aurait peut-être trouvé un rapport d'essurage inférieur. J'aurais dit la même chose. Ça ne veut pas dire que ça ne vient pas des comètes, ça veut simplement... Il n'y a pas de moyen que l'eau arrive autrement que du système externe. Les comètes aussi en viennent. Donc je ne dis pas que c'est cette comète-là, c'est un mélange d'objets cométaires. Le seul rapport isotopique qui va vraiment être différent d'un objet cométaire à l'autre, c'est celui-là, parce qu'il est tellement sensible à la température que si on se déplace un tout petit peu sur l'objet qui va se condenser, on va avoir un rapport différent. Donc je pense que, le rapport a été très bien mesuré, que c'est remarquable qu'on ait été capable de le mesurer, mais que dire à partir de là que l'eau ne vient pas des comètes est une erreur. Et ils ont dit en plus que quand on compare l'eau des astéroïdes dans les météorites à là, on voit qu'on trouve la même chose. Ce qui est vrai, ça veut simplement dire que le réservoir d'eau des astéroïdes provient du même type de mélange que le réservoir d'eau de nos océans, ce que d'ailleurs on peut bien expliquer. Merci Jean-Pierre, j'aurais bien aimé donner la possibilité à mademoiselle de poser une question. Mais pourquoi tu le fais pas? Voilà, Mais pourquoi tu le fais pas? Mais si. On est obligé de quitter le... Mais non, mais quelle est la question? Alors, il faut que tu fasses une réponse rapide. Alors, Jean-Pierre. Mais il est 10, on a jusqu'à 12. Pardon, je voulais savoir si on sait quelle est la différence entre les composés carbonés organiques qu'on retrouve maintenant dans les comètes et ceux qui seraient venus il y a 3 milliards d'années ensemencer l'océan. Ah ben la réponse est simple, non. On ne sait pas faire la différence. On n'a pas d'idée. Non, ce que l'on pense, c'est que les composés organiques que l'on voit dans les objets cométaires, ils datent de cette époque-là.
parce qu'ils n'ont pratiquement pas évolué depuis que la comète s'est formée. C'est pour ça qu'on a été voir les comètes, parce que c'est des objets qui ont tellement peu évolué que donc il y a toutes les raisons de penser que ce qu'on mesure aujourd'hui dans ce genre d'objets, aussi bien cométaires d'ailleurs que des astéroïdes très primordiaux, c'est le même matériau qui est arrivé à l'époque. Mais bien sûr, il y a peut-être parmi ces grains-là, des grains qui avaient une composition un peu différente, qui ont permis, compte tenu de ce qu'était l'eau à l'époque, de démarrer la chose. Ça, on ne pourra jamais le démontrer. On pourra peut-être un jour. Merci Jean-Pierre, merci encore. Rendez-vous le mois prochain.